Bonsoir à toutes et à tous, on est en direct sur Brut. Toutes les candidates et candidats à la présidentielle sont venus ici chez Brut pour répondre à vos questions, vos préoccupations. Et ce soir, c'est au tour du président de la République, qui est aussi candidat à sa propre élection, de le faire. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Pour m'accompagner, je suis avec Thomas Legaroff. Bonsoir Thomas. Salut Rémi. Alors avec moi, on va confronter le président aux très nombreuses questions que nous avons reçues. Mais tout d'abord, je te laisse ouvrir avec la première question. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Beaucoup de questions qui vont nous permettre d'aborder une série de thématiques. On va parler d'écologie, on va parler de santé, notamment de santé mentale, et chez les jeunes en particulier. On va parler de pouvoir d'achat, mais aussi d'identité, d'école, questions internationales aussi, autour évidemment de la guerre en Ukraine. Bref, pas mal de choses à voir sur votre bilan et sur éventuellement ce que vous feriez si vous étiez réélu dans un peu plus de 2 semaines. Mais juste avant de commencer, on est à 48 heures du premier tour de l'élection présidentielle. Il y a 5 ans, au Louvre, le soir de votre élection, dans votre discours de victoire, vous disiez ceci: « Je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour que les Français n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes ». Est-ce que vous avez échoué ? Un homme seul ne peut pas tout résoudre. On m'a parfois fait le reproche d'essayer. Je pense que les sujets auxquels on s'est attaqué, on a commencé à les régler. Et ils nourrissaient les extrêmes. Le chômage de masse, qui pour moi est une maladie française de très long terme. Et on voit que durant ces 5 années, on a baissé de plus de 2 points le chômage. C'est pour moi un des vrais acquis de ce quinquennat. Il y a 1 million de créations nettes d'emplois. Durant ce quinquennat, on est passé de 9,6 à 7,4% de taux de chômeurs. C'est ce qui fait dire que pour la première fois depuis 40 ans, on peut aller vers le plein emploi si on continue ce même effort dans les 5 ans qui viennent. On a commencé à réindustrialiser le pays. On crée plus d'usines qu'on en ferme, ce qui n'était pas arrivé depuis 30 ans. On crée plus d'emplois industriels qu'on en détruit, ce qui était là aussi pas arrivé depuis longtemps. Donc ça, ces batailles sont gagnées. Elles nourrissaient les extrêmes. Par contre, quand on regarde les choses, les peurs sont là, et la peur climatique, la peur de l'autre, il faut bien dire ce qui est, avec ses aspects les plus contestables, on n'a pas réussi à y apporter une réponse suffisamment crédible pour que les gens se détournent massivement des extrêmes. Ça veut dire que le vote d'extrême droite, c'est un vote irrationnel ? Non, je respecte moi tous les électeurs, mais je pense que c'est quand je regarde aujourd'hui les arguments qui sont opposés, c'est un vote qui, d'abord, s'appuie sur un rejet de l'immigration, il faut bien dire que ça fait partie des thématiques, un rejet aussi, une tension en tout cas avec la religion musulmane, et beaucoup de confusion dans ces sujets. Et quand je regarde les positions qui ont été prises par l'extrême droite, quelle que soit la candidate ou le candidat de l'extrême droite qui se présente à cette élection, c'est des liens assez certains avec le complotisme, et durant les 2 ans de pandémie, un peu tout et son contraire qui a été dit, de manière assez inquiétante. Et donc oui, c'est jouer avec les peurs, beaucoup. Et après, ce sont des propositions de court terme, parfois totalement non financées ou démagogiques, comme sur le pouvoir d'achat, on pourra y revenir, puisque c'est un de vos thèmes, qui, je crois, peuvent donner le sentiment que c'est une réponse crédible. Moi, je ne pense pas, j'essaierai de démontrer pourquoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je veux essayer de convaincre toutes les électrices et tous les électeurs. Et pour les convaincre, justement, il y a énormément de questions qu'on a reçues. Et on va mais vous avez raison, c'est pas... Aujourd'hui, et on le voit dans toutes les sociétés européennes et la plupart des sociétés démocratiques occidentales, les extrêmes montent et il y a une inquiétude dans nos sociétés, il y a un ébranlement et qui passe sur tous ces sujets. Et donc moi, je pense que c'est aussi pour ça que je suis engagé. Je pense qu'il faut continuer à s'indigner face aux injustices, mais il faut répondre à ces peurs par une vision de société et essayer d'apporter une vision d'espoir. Cette inquiétude, elle tourne beaucoup autour du pouvoir d'achat. On a reçu énormément de questions sur les salaires, les prix. Je vous propose tout de suite d'écouter la première question. Elle vous est posée par Christelle. Monsieur le Président, bonjour. Ma question est la suivante. À partir de quel salaire considérez-vous que l'on peut vivre correctement en France ? Alors, ça dépend où on vit. Parce que c'est simple, le vivre correctement, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, c'est la rencontre d'un salaire et d'autres revenus peut-être, parce qu'on peut avoir des aides, etc., des compléments, et d'un coût de la vie. Et le coût de la vie, il n'est pas le même à Paris, à Troyes, à Amiens ou en grande ruralité. Parce que le coût du logement est... À Paris, avec un SMIC, on ne peut pas vivre, on ne peut pas se loger déjà.
faut être très clair. C'est aussi pour ça qu'on a continué d'augmenter plusieurs professions, et malgré ça, ces professions ne peuvent pas se loger dans Paris. Donc on ne vit pas bien avant un certain niveau de revenu. Niveau de revenu à Paris, vous le metteriez à combien? Pour bien vivre? Oui. Quand je regarde le coût d'un loyer, bien vivre, c'est assez dur de bien vivre en dessous de 3 000 € par mois à Paris, si on est honnête. On regarde les choses. Vous ne pouvez pas vivre avec un SMIC. Mais ce que Christelle aussi souligne d'une certaine manière, c'est que c'est de plus en plus difficile. Alors, on peut y venir. Moi, je pense que c'est un des vrais sujets de société qui pose la question, je dirais, en profondeur. Pour moi, la première réponse qu'on peut apporter, elle est sur le travail et les revenus. Bon, d'abord, moi, je pense qu'il faut simplifier les revenus et les aides. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un travail à temps complet, qui ont besoin d'aide. On y reviendra peut-être en parlant des plus jeunes. Il y a aussi des gens qui ont des accidents de la vie, sont au bord du chemin. Donc il y a une des réformes que je veux faire, qui me paraît très importante pour pouvoir vivre, pas bien vivre, mais déjà essayer de vivre dignement et avoir ses subsides, c'est ce que j'appelle la solidarité à la source. Il y a aujourd'hui plusieurs centaines de milliers, voire millions de nos compatriotes qui ont droit à des aides. RSA, allocation familiale, APL et autres, qui, par la complexité de nos règles, n'y ont pas accès. Et comme on a fait le prélèvement à la source, qui a permis de beaucoup simplifier nos vies, c'était inquiétant au début, mais on l'a fait, ça a marché, je veux faire cette solidarité à la source qui permettra de supprimer des économies, au fond, qu'on fait qui sont indignes, qui sont des économies sur les très pauvres, et de lutter contre la fraude. Ensuite, il y a le travail. Pour le travail, durant le quinquennat qui vient de s'écouler, ça a été montré par tous les organismes indépendants, il y a eu les plus grands gains de pouvoir d'achat des 15 dernières années en général. Mais en particulier pour les Françaises et les Français qui travaillent et qui sont plutôt au bas de l'échelle, et auxquels faisait implicitement référence Madame. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé la taxe d'habitation. Typiquement, dans les villes, etc., c'est plusieurs milliers d'euros parfois par an. Deuxièmement, on a baissé de 5 milliards l'impôt sur le revenu, ce qui représente plusieurs centaines d'euros, parce qu'on a surtout concentré sur les bas revenus. Troisièmement, au niveau du SMIC, on a augmenté ce qu'on appelle la prime d'activité de 90 € par mois. Il y a des millions de personnes pour lesquelles il n'y a pas ce ressenti-là. Je vais prendre un exemple très concret, une étude de l'IRI qui dit sur un an que les pâtes ont augmenté de près de 12,9%. Vous êtes sur l'autre côté, je vais y venir. Vous êtes sur les prix. Moi, je suis déjà sur... Non, mais il faut faire les deux. Le revenu et les prix, parce que les prix, après, il y a une partie qui ne dépend pas de vous. Donc, je continue sur le revenu. Ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, j'assume, moi, d'avoir accompagné les personnes qui travaillent et d'avoir aussi engagé des revalorisations de travailleurs historiques. 2 millions de Françaises et de Français qui travaillent dans les métiers de la santé ont été revalorisés avec le Ségur, entre 184 et plus de 400 €. On aura l'occasion d'y revenir après plus en détail. Pareil, on va continuer ce mouvement. Donc ça, c'est pour le travail. Qu'est-ce que je veux faire dans les années qui viennent, si les Françaises et les Français me font confiance? Il y a une chose pour moi qui est très importante, c'est que c'est le partage de la valeur ajoutée. Et ce que j'ai appelé, en reprenant d'ailleurs une formule qui circulait, le dividende salarié. Au fond, les entreprises, là, sont en train de faire, c'est le paradoxe, beaucoup de profits. À partir de la sortie de crise Covid, on l'a vu, beaucoup de profits. Et ça ne retombe pas dans les poches. De l'argent est distribué aux actionnaires. Très Voilà. bien, moi je ne critique pas ça. Si vous avez de l'argent, vous le mettez en entreprise, que vous soyez payé comme actionnaire, c'est la vie d'une entreprise. Et Par contre, les salariés en profitent. il faut que les salariés en profitent. Il y a deux manières d'en profiter. Les négociations annuelles, ok. Mais les négociations annuelles, on va vous dire, ça ne dépend pas que du résultat d'une année. C'est sûr, après, vous le gardez tout le reste de la Et carrière. on voit qu'aujourd'hui, le niveau des salaires n'augmente pas autant que celui de l'inflation. Parce et ça, on va le corriger. Je pourrais vous dire comment. Mais moi, ce que je veux là-dessus, c'est qu'on aille plus loin et qu'on dise, quand l'entreprise va mieux et qu'elle fait des profits, le salarié doit en profiter. On l'oblige? On oblige l'entreprise? Et donc, ce que je veux faire, c'est avoir en effet une règle qui dit, quand vous versez du dividende, vous devez soit avoir un accord d'intéressement-participation et mettre de l'intéressement-participation, soit, parce que pour beaucoup de PME, ils ne veulent pas d'accord d'intéressement-participation parce qu'ils ne veulent pas faire entrer au capital leur travail. Soit, vous prenez la prime pouvoir d'achat, que j'ai créée il y a 3 ans, qui est limitée aujourd'hui à 1 000 €, et vous le versez. Et donc, je mets en place un mécanisme qui permet de rendre obligatoire, si je puis dire, le fait de dire, quand je veux verser des dividendes, il faut partager il faut partager la valeur avec les salariés. Et on l'avait beaucoup simplifié avec la loi dite Pacte. Deuxième point, la prime de participation, justement, au pouvoir d'achat, je la passe de 1 000 à 3 000 €. Mais le problème, c'est que sur les 3 dernières années, vous dites de l'augmenter, mais elle n'a bénéficié qu'à 4,8 millions de bénéficiaires pour 500 € de moyenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez monter un plafond alors que le plafond n'est pas atteint en moyenne. Mais deux remarques. La première, c'est que ces 4,5 millions, s'il n'y avait pas eu cette prime, ils n'auraient rien eu. Rien eu. 4,5 millions, c'est pas rien.
comme maintenant je vais mettre un mécanisme d'obligation, bah, soit l'entreprise elle crée de l'intéressement participation, soit elle va faire ce qu'on appelle la PEPA, ou la prime Macron pour d'autres, c'est-à-dire cette fameuse prime de pouvoir d'achat, et je monte le plafond à 6 000 €, sans charge ni impôt. Et ça va être dans le dialogue social. Parce que la vérité, tout le monde voit que le coût de la vie augmente. Et en le faisant passer dès cet été, ce qui est ce que je veux faire, si les Françaises et les Français me font confiance, il y a à ce moment-là une négo qui est, tu as fait des bénéfices, le prix de la vie augmente, il faut que je puisse l'avoir. Emmanuel Donc Macron. ça, c'est très très important. Emmanuel Macron. À côté de ça, il y a évidemment le coût de la vie. Oui, justement. Vous venez de dire tout à l'heure, le pouvoir d'achat... Le dividende salarié, c'est clé, parce que c'est un changement de philososie. Et ça va avec la raison d'être de l'entreprise. Au passage, vous avez dit le mot règle, ça passera par la loi ou par la règle, c'est quoi? Ce qu'on a commencé avec justement la loi Pacte, c'est de mettre la raison d'être dans l'entreprise. Et donc ça, il faut regarder si on va jusqu'à la loi, mais en tout cas, moi, je suis pour que le mécanisme... Ce sera une contrainte pour les entreprises. Vous êtes pour la loi? Je suis pour que l'entreprise qui a un mécanisme systématique, vous versez du dividende, il faut qu'il y ait ou intéressement participation ou PEPA qui est utilisé, la prime de pouvoir d'achat. On avance. Justement, pouvoir d'achat, vous avez dit que le pouvoir d'achat va augmenter pour la plupart des Français, notamment ceux qui travaillent. La question d'Emmanuel va un peu permettre de nuancer ses propos. Ce n'est pas les miens simplement, c'est tous les instituts indépendants, même l'INSEE. Écoutons tout de même Emmanuel. Bonjour Monsieur Macron. Comment se fait-il que durant votre quinquennat, en France, les personnes les plus aisées aient vu leur pouvoir d'achat augmenter de 2,8%, tandis que les personnes les plus modestes ont vu leur pouvoir d'achat diminuer de 0,5%? Autrement dit, pourquoi instaurez-vous en France une société où les inégalités et les écarts de richesse ne cessent d'augmenter? Merci pour votre réponse. Et la source, c'est l'Institut des politiques publiques. Alors, c'est leur première version qu'ils ont corrigée suite à échange avec le gouvernement, puisque personne, le décile qui est évoqué, n'a pas perdu. Donc, l'Institut des politiques publiques a corrigé cela. L'INSEE, qui est un institut indépendant, qui a pris en compte en particulier toutes les mesures de solidarité, parce que l'étude qui, je pense, est citée, est celle qui ne prenait pas en compte les mesures de solidarité pour les premiers déciles, ont permis de corriger ça. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un gain de pouvoir d'achat. Plus important pour les riches que pour les plus pauvres. Alors, le plus important, il est pour les classes moyennes. Si vous regardez même l'Institut des politiques publiques ou l'INSEE, le plus important est pour la tranche que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'elle a eu la baisse de la TH, enfin de la taxe d'habitation, pardon, de l'impôt sur le revenu et la prime d'activité. Mais c'est tout à fait vrai. Il y a une forme d'inégalité de se dire qu'aujourd'hui, les plus riches le sont encore plus et les plus pauvres ont encore... Non, d'abord, tout le monde a eu du gain de pouvoir d'achat. Il y a eu un gain de pouvoir d'achat moyen qui n'a pas d'équivalent dans les 15 années qui ont précédé, et il y a eu un vrai gain de pouvoir d'achat pour les classes moyennes. D'où vient le gain de pouvoir d'achat des plus aisés? Du fait qu'on a mis en place la flat tax pour l'investissement dans le capital et qu'on a supprimé la part d'impôt sur la fortune quand on réinvestit dans l'économie. Je l'assume complètement. Parce que ce sont des gens qui, certes, ont gagné en pouvoir d'achat, mais qui ont réinvesti beaucoup dans l'économie française, là où avant, ils partaient. Mais la philosophie, moi, j'assume totalement cette politique, parce que qu'est-ce qui se passait avant? C'est pas vrai qu'ils gagnaient moins de pouvoir d'achat. Soit ils allaient ailleurs, ils en faisaient beaucoup plus en Belgique ou autre, et on perdait de notre capacité à créer et à être attractif. Parce que ce qui s'est passé derrière, c'est que grâce à ça, on a regagné de l'attractivité et on a créé de l'emploi et de l'investissement en France. Et vous ne créez pas d'emploi et d'industrie s'il n'y a pas du capital qui est attiré pour investir, ou du capital que vous gardez pour être réinvesti. Par contre, ce qui m'importe, moi, beaucoup plus, c'est de corriger ces inégalités à la racine. Si on prend le sujet des inégalités, la clé, ce qu'on fait moins bien historiquement en France que, par exemple, les modèles nordiques, ce n'est pas le sujet de la répartition avec l'impôt, c'est le sujet de la correction des inégalités à la racine. Et là, on a commencé le travail, mais on est très loin d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, est-ce que quand on est dans une famille d'ouvriers, on arrive à accéder aux classes moyennes en une génération? Non. Est-ce que ni même en 2, ni même en 3, ni même en 4. 6. Voilà. Et donc ça, on a commencé à y répondre avec le dédoublement des classes de CP-CE1. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, la vraie lutte contre les inégalités, c'est l'école. C'est d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait, c'est pour ça que c'est un des grands chantiers. C'est la santé. C'est pour ça que c'est lutter contre les inégalités de santé. C'est ça la vraie lutte contre les inégalités. Il y a la question notamment du pouvoir d'achat très concrète. Je prenais l'exemple des pâtes tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a plein de Français qui nous regardent, qui vont au supermarché, qui prennent leur paquet de pâtes qui est peut-être 10, 20, 30 centimes plus cher. Pour beaucoup, c'est énormément d'argent. On passe à l'autre partie. Qui n'ont pas l'impression que le pouvoir d'achat a augmenté. Mais ce n'est pas qu'une impression, parce que les chiffres n'ont pas l'impression sur le quinquennat. Non, mais je me méfie toujours des sujets d'impression, parce que c'est vrai. Leur pouvoir d'achat a augmenté durant les 5 dernières années, mais ces derniers mois, les prix ont beaucoup augmenté. Voilà. Et les salaires n'ont pas suivi. Et les salaires, voilà. Donc c'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc qu'est-ce qui va se passer? Il y a une mesure très concrète. On parle de la TVA. On sait que certains candidats veulent baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Est-ce que vous allez le faire?
d'abord, il y a beaucoup de produits de première nécessité où la TVA est déjà à taux réduit. Hein. C'est déjà Certains veulent passer à zéro. C'est déjà le cas. Et passer à Il y a zéro, certains produits qui ne le sont pas et d'autres qui aimeraient carrément supprimer la TVA. Je ne vais pas sur ces faire produits. du juridisme en disant que ce n'est pas possible en vertu de l'Europe, mais c'est les mêmes candidats qui veulent sortir de l'Europe. Donc il ne faut pas céder. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? En effet, les prix ont beaucoup monté. Le SMIC a suivi au mois d'octobre. De mémoire, il a dû monter d'à peu près 2. En janvier, il a très peu monté. Là, au 1er mai, il va monter entre 2,4 et 2,6. Bon. Derrière, c'est pour ça que moi je veux faire cette prime de pouvoir d'achat, c'est donner la possibilité, sans charge et sans impôt, d'augmenter. Et il y aura des négociations salariales qui, clairement, vont suivre. Quelle est pour moi la réponse face à l'augmentation de ces prix? La première, c'est qu'on a une augmentation, depuis la reprise, avant la guerre, hein, on a une augmentation des prix de l'énergie. Pourquoi? Parce que le monde est reparti d'un coup d'un seul, de manière, je dirais, très forte, et donc le prix du gaz, de l'électricité a flambé. La guerre n'arrange rien, au contraire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une réponse qui est beaucoup plus efficace que la baisse de la TVA à 5,5. Parce que la candidate d'extrême droite, on a mis un bouclier tarifaire. Votre électricité n'a quasiment pas augmenté. Vous avez dû prendre 5%, elle aurait dû augmenter de plus de 80%. Et ça, vous garantissez que durant tout le quinquennat à venir, si vous êtes réélu... Non, pas tout le quinquennat, ça n'aurait aucun sens. La clé, c'est pendant que les prix s'envolent, il faut garder le bouclier. C'est pour ça que je veux le garder, parce que cet été, il n'y a pas de raison que ça s'améliore beaucoup. Mais je veux le garder tant que les prix s'envolent. Et surtout, je veux réformer les prix de l'électricité au niveau européen, parce que nous, nos prix de l'électricité ne devraient pas dépendre du gaz. On a très peu de gaz dans notre mix. Donc, changer la formation du prix au niveau européen. Ça, il faudra convaincre les partenaires. Oui, mais on est en train. Et au mois de mai, on a un Conseil européen sur la formation du prix de l'électricité. On a une nouvelle question. Attendez, je vais au bout. Bien sûr. Sur le gaz, on a une première augmentation de 35%. Nos voisins allemands, italiens, etc., ils ont eu plus de 100% d'augmentation du gaz. À ce moment-là, nous, on a mis le bouclier. Vous n'avez pas pris d'autres augmentations. Ce qui veut dire que pour un ménage qui se chauffe au gaz, c'est l'équivalent de 1 200 € par an d'économie de préservation de pouvoir d'achat. Et pour l'électricité, c'est en moyenne 300 € par an d'équivalent d'économie qu'on a faite. À côté de ça, on a mis le chèque inflation, les premières aides, et maintenant la ristourne de 18 centimes sur l'essence. Ce paquet-là, il est beaucoup plus efficace que ce qui consiste à baisser la TVA. Parce qu'on a protégé d'augmentation de 50, 60, parfois 80%, là où la TVA, c'est un écart de 15 points. Donc ça, c'est beaucoup plus efficace. On va passer à la question suivante. Ensuite, pour l'alimentation, juste d'un mot. L'alimentation, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut aider les agriculteurs dans cette période parce que c'est simple, un agriculteur qui produit plus cher, on ne peut pas lui dire tu vas garder ton coût. Donc il faut tous qu'on accepte que les produits alimentaires vont reprendre de la valeur dans cette période. Donc c'est pour ça que ce que je veux faire, c'est mettre en place un chèque alimentaire pour lutter contre la précarité alimentaire et accompagner les ménages les plus modestes pour pouvoir acheter. Ça, c'est ce qu'on met à la discussion avec d'ailleurs le monde agricole et les partenaires sociaux. Moi, je voudrais que les entreprises, elles puissent abonder. Et votre souhait à vous, ce serait combien? Il faut qu'on voit comment les prix, justement, on arrive à les maîtriser ou pas. Mais mon souhait, c'est que ça puisse couvrir les besoins de précarité alimentaire. Aujourd'hui, tous les distributeurs disent que ça va continuer d'augmenter. On va passer peut-être à la question suivante, si vous me permettez, parce qu'il y a la question 3, justement, qui est basée sur la précarité étudiante, et elle est posée par Amandine. Bonjour Monsieur le Président, j'aimerais savoir du coup ce que vous comptez faire pour aider les étudiants si vous êtes réélu. Et merci d'avance pour votre réponse. Moi, sur le terrain, justement, j'ai couvert ces distributions alimentaires. Il y avait un sentiment que l'État les avait tout simplement abandonnés. Alors, Et c'est un sentiment qu'ils ont encore aujourd'hui. Et on a vu pendant le Covid ces files d'attente de nombreux étudiants qui étaient là, qui avaient des difficultés pour payer leur loyer, qui n'avaient pas de quoi remplir leur frigo. Et ces associations attendaient le soutien de l'État, et pour beaucoup ne l'ont pas eu. Alors on sait qu'il y a eu le Crous, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Le Crous, c'est l'État, hein. Oui, justement, exactement. Non, c'est pour ça que je pense que le Crous a été mis en place, mais pour beaucoup, sur les files il y a eu beaucoup aussi d'étudiants étrangers, hein, qui étaient là dans des situations difficiles et qui étaient dans ces files alimentaires. Parce que je reprenais les chiffres pendant la crise Covid. D'abord, il n'y a aucun pays qui a autant aidé au total ces étudiants que nous. On a à peu près un tiers de nos étudiants qui sont boursiers dans notre pays. On a supprimé dans le quinquennat qui vient de s'écouler, on a baissé de 125 € la sécurité sociale étudiante. Ça va rester puisque c'est une décision que j'ai prise. On a, à côté de ça, je regardais, distribué 11 millions de repas à 1 €. On a accompagné pendant la crise 750 000 boursiers avec, en plus de la bourse, une aide de 150 €. En plus de tout ce qui a été fait avec les Crous. Donc, je veux dire, je ne peux pas laisser dire qu'on a laissé tomber les gens. Ce n'est pas vrai. Mais en plus de ça, il y a eu le chèque psy, l'accompagnement, etc. Donc, il faut quand même collectivement
Mais vous-même, vous en avez fait le constat le 13 janvier, vous disiez, bien sûr. nous n'avons jamais vu autant de précarité étudiante. Mais parce que... Donc ça veut dire que les solutions sont peut-être pas suffisantes. Non mais comment on doit s'y attaquer? Donc je ne peux pas laisser dire qu'on n'a rien fait. Après, on a un vrai sujet avec les étudiants étrangers et l'aide à ces étudiants étrangers, parce que Campus France prend beaucoup, mais c'est vrai qu'on a un sujet logement et autres. Donc quel est le problème structurel qu'on a? Je regardais les chiffres en venant vous voir. On a 40% des jeunes ce mot est affreux, on appelle ça des cohabitants, qui ne vivent plus avec leurs parents. Parce que l'inégalité, elle est là, hein, aussi beaucoup. Quand je suis d'une famille qui est dans une grande ville où il peut y avoir des études et je vis chez mes parents, je n'ai pas la même vie que celui qui vient d'une ville de province, qui a dû quitter sa ville et qui doit loger dans la grande ville pour faire ses études et il n'a pas de famille. Bon, 40% des jeunes qui ne vivent plus avec leurs parents sont en dessous du seuil de pauvreté. Dans un pays, le nôtre, on peut en être fier, où il y a un tiers des étudiants qui sont boursiers, donc qui devraient être boursiers. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un système qui est beaucoup trop compliqué de nos bourses, où en fait, quand on dit on a un tiers de boursiers, c'est vrai, mais les jeunes qui m'entendent le savent très bien, quand vous êtes trop peu aidés dans les catégories des plus nécessiteux, donc le système, il est en fait très lissé, vous êtes boursier souvent sur le principe, mais les aides sont très modiques pour les derniers, et surtout l'articulation avec vos aides pour le logement est très mal fichue. Vous regrettez d'avoir baissé les APL de 5 €? Non, honnêtement, quand je regarde, pardon, mais j'ai baissé 6 mois plus tard la sécurité sociale étudiante de 125 €. Donc j'ai fait gagner du pouvoir d'achat aux étudiants. Donc non, je regrette. C'était vu comme un très mauvais signal à l'époque. Mais c'était en fait, qu'est-ce que c'était? C'était une décision, l'erreur qui a été faite. Mais j'ai pas voulu déjuger le gouvernement à ce moment-là. C'était une décision de régulation budgétaire qui datait du gouvernement d'avant. Donc ce procès est injuste, parce qu'à côté de ça, on a rendu un système qui est beaucoup plus juste, puisque maintenant, les APL, elles sont contemporaines à votre statut, c'est-à-dire que les APL avant, elles étaient calculées sur vos revenus de l'année précédente. Maintenant, elles correspondent à vos revenus contemporains, ce qui va me permettre de faire la solidarité à la source. Et surtout, en baissant de 125 € la sécurité sociale étudiante, c'est beaucoup plus juste que d'avoir maintenu les APL. Alors, la réforme que je veux faire, c'est une réforme des bourses étudiantes et des aides au logement. 5 € par mois et la mutuelle, c'était sur l'année. Oui, enfin, si on fait le Bien calcul sûr, ensemble, on est mais gagné. ça reste quand même... On est d'accord. Bon. Et à côté de ça, je pourrais dire que pour tous les étudiants qui travaillent aussi, ils ont été gagnants et que les accompagnements qu'on a faits avec les Crous, ils ont été largement gagnants. Mais je ne m'en satisfais pas. Ce que je veux faire... C'était une réaction à la polémique? Non, pas du tout. La polémique, pour moi, elle a été prise. Quand on prend une polémique, on prend une polémique. Mais non, je vais aller au bout de cette réponse, parce qu'elle est très importante sur la précarité étudiante. Allez-y, mais vite. Je veux qu'on lance maintenant une grande réforme, pour moi, des bourses et des aides au logement étudiantes, où on doit, par la concertation, réussir, et ça va avec, pour moi, le grand dispositif de solidarité à la source, simplifier et bien mieux prendre en compte la réalité au quotidien de nos étudiants. Tant qu'on ne l'apprendra pas, ce ne sera pas bon. Après, il y a tous les sujets des jobs étudiants adaptés. Oui. Moi, je suis pour développer aussi beaucoup plus de jobs étudiants adaptés en lien avec les universités et les Crous, qui permettent de faire des études et de gagner et d'avoir un revenu. Et c'est aussi ça, parce qu'il y a les aides qu'on doit nous adapter et renforcer, et il y a aussi la possibilité d'avoir un revenu par du travail qu'on fait à côté de ses études, mais qui permet de suivre décemment ses études. Mais d'un mot, est-ce que quand on est étudiant, on doit travailler ? Je pense que quand on est étudiant... Parce que pour beaucoup, c'est compliqué justement de cumuler les deux. C'est compliqué quand on a des emplois qui ne correspondent pas à la vie étudiante. Pas seulement, aussi des emplois du temps qui sont à rallonge. On commence à 8h le matin, on finit à 20h et après on enchaîne sur autre chose. Collectivement, est-ce qu'on ne sait pas se débrouiller intelligemment? On a des étudiants qui, malgré les aides, disent il faudrait que j'ai 100 € de plus par mois. On a des bibliothèques universitaires qu'on n'arrive pas à ouvrir le week-end et en soirée. Est-ce que ce ne serait pas un job étudiant intelligent qui est quand même compatible avec le fait de faire des études, de dire je fais X heures par semaine où je suis à la bibliothèque, qui plus est, je peux bosser. Certains l'ont fait, on l'a développé pendant la crise. Je paye un L2, un L3 ou un M1 pour faire du tutorat et je le paye mieux que ce qu'on avait proposé pendant la crise. Je prends le but, parce que c'était le reproche qu'on m'avait fait. Et donc, je le paye. Alors, ça, c'est des jobs étudiants qui sont compatibles, qui sont intelligents, qui sont qualifiants et qui me permettent de faire des études et d'avoir un revenu qui va compléter ma bourse dans le cadre estudiantin et qui n'est pas un boulot que je fais 35 heures par semaine. On fait un petit saut générationnel. On fait un saut générationnel et on va s'intéresser avec Justine à la question des retraites. Pourquoi décaler l'âge de la retraite à 65 ans alors qu'à cet âge-là, une grande partie des plus pauvres sont déjà morts? Question directe. Réponse directe. La réalité, c'est qu'on vit plus longtemps, on vit plus longtemps en bonne santé.
Après, il y a des inégalités devant l'espérance de vie, c'est tout à fait vrai, donc il faut les prendre en compte. Les 5% les plus pauvres, hommes, meurent à 71,7 ans en moyenne, là où les 5% les plus riches à 84,4 ans. Exactement. C'est une inégalité insupportable. Et donc c'est pour ça qu'il faut la prendre en compte dans la retraite, ce que je veux faire. Alors allez-y. Et donc, la première chose que je dis à Justine, c'est Oui. ça. Aujourd'hui, on a un système, nous tous, qui est un trésor français qu'on a créé après la Deuxième Guerre mondiale, ça s'appelle le système par répartition. C'est nous, parce que tous les trois on est dans cette situation, les actifs, qui payons la retraite des retraités. On ne cotise pas pour nous-mêmes, contrairement à l'idée qu'on s'en fait. Et donc, c'est des équilibres entre les âges qui rendent possible l'équilibre du système. Aujourd'hui, notre système, il est déséquilibré, et il l'est pour les 15 ans qui viennent. Pas pour très longtemps. Pour les 15 ans qui viennent. Ce qui veut dire que chaque année, on accepte qu'il est déséquilibré, on l'équilibre sur les générations qui ne sont pas encore nées. Et il continuera de l'être après si on ne fait pas les réformes, soyons clairs. Parce qu'on va... C'est pas ce que dit le corps. Si, le corps, il dit... Non, mais Conseil d'orientation des retraites. le Conseil d'orientation des retraites, il y a 5 ans, il disait qu'il n'y a pas de problème de financement quand j'ai été élu. 6 mois après, il a dit le contraire. C'est d'ailleurs pour ça qu'à ce moment-là, Il j'avais se pas pris... trompe, il est de mauvaise foi, c'est quoi l'histoire? Non, ça veut dire qu'il change ses hypothèses macroéconomiques en fonction du cycle. La réalité, on le sait bien. Mais donc, Tous les pays européens ont un âge légal qui est entre 65 et 68 ans. On est le plus décalé. Même l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, etc. On continue à avoir une espérance de vie qui s'allonge et une espérance de vie en bonne santé. On a ce système par répartition. Le système actuel, il est injuste. Et je vais vous dire pourquoi. L'âge légal est à 62 ans. Si je prends les salariés du secteur privé hors carrière longue, l'âge moyen de départ, il est au-dessus de 63 ans et demi. L'âge d'annulation de la décote est de 67 ans. Ce qui veut dire qu'il y a des millions de gens, les plus modestes, les carrières longues, beaucoup de femmes qui n'ont pas tous leurs droits, qui vont travailler jusqu'à 67 ans. C'est ça le système. Donc moi je dis, si on veut, moi je ne veux pas que le système reste déséquilibré, parce que je ne veux pas transférer la charge sur les générations qui sont à naître ou les plus jeunes. Je veux le rééquilibrer de manière progressive pour gagner aussi en droits sociaux. Il y a 3 moyens de le faire. Soit je baisse les pensions. Je suis contre, c'est pas juste, parce que nos aînés, ils ont le même problème que nos étudiants. Donc je veux faire 2 choses pour les retraités. Monter la pension minimale quand on a tous ces droits à 1 100 €. Elle est aujourd'hui en dessous de 990. Vrai gain de pouvoir d'achat, c'est juste. Deuxième chose, je veux pouvoir indexer les pensions sur l'inflation et le faire dès cet été. Si je veux faire ça, je ne peux pas... C'était le cas longtemps. Et qui a désindexé en 2019? Non, pardon, j'ai réindexé en 2019. Ça avait été désindexé depuis 2012, dans un contexte qui était très peu inflationniste. Avec la crise des Gilets jaunes, j'ai réindexé. Mais donc c'est l'inverse. Simplement, là, notre indexation, elle va coûter beaucoup plus cher parce que l'inflation est plus forte. Donc je veux faire ça pour les retraités. Donc on ne va pas baisser les retraites. L'autre moyen d'équilibrer, c'est d'augmenter les cotisations. À ce moment-là, soit vous détruisez de l'emploi, soit je vous enlève du pouvoir d'achat si j'augmente vos cotisations. Et vous allez me dire, la vie est impossible, pourquoi vous m'augmentez les cotises? Il y a une seule manière de l'équilibrer, c'est de travailler plus longtemps. Donc on va le faire de manière progressive, c'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain, on va passer l'âge légal à 65 ans. Ce que je veux faire, c'est d'augmenter chaque année de 4 mois. Et au fond, d'abord de passer l'âge légal à l'âge moyen et de le faire de manière très progressive. Grosso modo, Donc on arriverait l'automne quand, prochain. ça veut dire que non, il faut une... On arriverait il faut- quand à 65 ans? On arriverait, c'est pour la génération qui serait née en 69 que l'âge légal serait de 65 ans. Donc, Ça veut dire qu'on mettrait 10 ans à faire ce mouvement. Voilà. or, vous nous avez dit que dans 15 ans, donc c'est une réforme pour 5 ans, Bah, ça veut dire que non, parce que alors chaque mois, que dans 15 ans, vous dites que c'est plus un problème. si je fais cette réforme, ce sera plus un problème. Sinon, vous aurez un problème durablement, parce que Et notre pourquoi on ne passe espérance- pas par quelque chose de plus solidaire? Pourquoi est-ce que les gens comme Mais vous, attendez, comme moi, c'est- ne cotisent pas plus et travaillent peut-être plus longtemps que les secondes cordées, ceux Eh ben, qui nous ont tellement c'est- aidés pendant la crise? Justement, j'y viens, c'est ce que je veux faire de plusieurs manières. Donc, on va décaler l'âge légal. L'âge légal, on va le pousser à raison de 4 mois par an, donc c'est de manière progressive. Les gens qui partent à la retraite cette année ou dans les mois qui viennent n'auront pas leur âge qui sera décalé. L'année prochaine, on le décalera de 4 mois, ce soit 62,4 mois. Quand vous regardez le nombre de gens qui partent en fait après 62 ans, il n'y aura pas un impact énorme. Et puis après, progressivement, de 4 mois en 4 mois. En faisant ça, première chose, on va garder un dispositif de carrière longue. Ça veut dire que les gens qui ont commencé à travailler plus tôt, il faut qu'ils puissent partir, eux, avant. Et donc, il faut qu'ils aient un avantage qui est à négocier. Aujourd'hui, ils ont 2 ans de moins que l'âge légal. Il faut moi, je suis plutôt pour qu'on transpose cet avantage. Je ne veux pas préempter la négociation, après on va me dire que je verrouille tout. Donc il passera à 63, c'est Oui, ça? il faut que les gens qui ont commencé à travailler plus jeunes puissent partir plus jeunes. Mais ils partiront quand même plus tard qu'aujourd'hui. Ils partiront plus tard qu'aujourd'hui parce que tout le monde va un peu décaler. C'est Mais pas un peu injuste ou pas? c'est pas injuste parce qu'ils gagnent aussi en espérance de vie, comme tous les autres. Mais c'est juste parce que comme ils ont travaillé plus jeunes, s'ils ont ils auront un âge légal plus tôt, la question après c'est est-ce qu'ils veulent partir plus tôt.
mais ils auront le droit. La deuxième chose, c'est pour l'invalidité, on laissera à 55 ans. La troisième chose, c'est que je veux rouvrir une négociation sur les critères de pénibilité. Ça rejoint ce que disait Justine. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des métiers. Quels sont les métiers où l'espérance de vie n'est pas la même? C'est quand on travaille de nuit. Donc là, il faut qu'on ait un bonus. C'est quand on travaille avec des produits chimiques, avec des produits dangereux, où là, il y a un impact sur la santé. C'est quand on travaille de manière physique avec des troubles musculo-squelettiques qui font qu'on ne peut pas travailler aussi longtemps et que même il faut penser les deuxièmes parties de carrière. Il faut revenir à ce qu'on faisait par le passé? Non, en fait, par le passé, on a fait quelque chose. Avant votre mandat? Non, c'est faux, parce qu'on avait des critères qui n'ont jamais été appliqués avant le mandat et qui avaient posé des premières règles de pénibilité, mais qui étaient beaucoup trop larges et qui consistaient quasiment à recréer des régimes spéciaux. Pourquoi les régimes spéciaux, c'est plus juste? C'est qu'on les a créés avant, en créant par exemple un régime pour la SNCF. Du coup, on rentrait dans des bureaux à la SNCF, on pouvait partir bien avant l'âge légal. C'était pas juste, parce que quand je travaille dans un bureau, c'est pas plus pénible, je stigmatise personne. Et donc, il faut que le suivi de la pénibilité... Ça dépend les bureaux, ça. Pardon? Ça dépend les bureaux, mais allez-y, continuez. Oui, enfin, très honnêtement, ce dont je parle, ce qui sont des vrais... L'espérance de vie, quand elle descend, ce sont des métiers exposés. C'est des métiers où on est transporteur, c'est des métiers où on porte, on est dans les abattoirs, donc tout ça, il faut quand même être cohérent les uns avec les autres. C'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est pas le travail en soi qui est pénible, mais ces tâches-là sont pénibles. Et donc, je suis pour l'individualisation de ces normes, et que là, on ait un vrai dialogue social, et que ça donne un bonus, et que là, on puisse partir plus tôt, résolument. Donc ça, je crois que c'est juste. Et si on veut pouvoir financer ces mesures de justice, parce qu'il ne faut pas se tromper, toutes ces professions-là, je veux dire, une femme qui a une carrière fracturée, à qui on n'a pas reconnu des droits, qui a été obligée de s'arrêter pour ses enfants, qui est aide-soignante, qui a un métier dur, physique, aujourd'hui, elle va travailler jusqu'à 67 ans. C'est ça la réalité. Personne ne trouve que c'est injuste, ça, aujourd'hui. Or, vous avez des centaines de milliers de femmes qui sont aides-soignantes, qui ont des métiers physiquement durs, qui vont jusqu'à 67 ans. Avec le système que je propose, elles pourront partir même avant les 65 ans. Emmanuel Macron, donc je veux ces avancées sociales. Ça ne vous étonnera pas, les deux. Beaucoup de questions sur McKinsey et les cabinets de conseil. Allons-y. En voici une. Bonjour Monsieur Macron. L'État français paie des centaines de millions d'euros chaque année, plus d'1 milliard d'euros en 2021, des cabinets de conseil privés pour des analyses, conseils sur tout type de sujets. Pourquoi ne pas plutôt investir cet argent dans le développement du gouvernement, par exemple pour acquérir le matériel nécessaire ou pour créer des emplois dédiés à ça, pour que par la suite lui-même puisse répondre à ses besoins? C'est une très bonne approche de le poser comme ça. Oui. Mais je vais essayer d'expliquer. Pas trop longtemps, pas trop longuement. C'est normal de demander des conseils extérieurs quand on a une entreprise, une collectivité locale ou le gouvernement. Parce qu'on ne sait pas tout faire tout seul, et parfois il faut pouvoir regarder ce qui a été fait ailleurs, avoir des conseils, etc. Donc ça, c'est normal. Je pense que chez Brut, vous le faites. Les collectivités locales le font, les États le font. Bon. Donc ça, c'est le premier point, il ne faut pas tout confondre. Non, pour nous, ce n'est pas le cas. On ne le fait pas chez Brut. À mon avis, si. Parce que je pense que vous internalisez pas tout. Évidemment. Parce que quand on met ces conseils, c'est McKinsey, c'est quelques dizaines de millions d'euros. C'est totalement faux, les chiffres qui ont été donnés. Là, on met toutes les prestations, y compris informatiques. Je doute que sur c'est 1% des... Au total, c'est 1 milliard au minimum. Mais toutes les prestations. Mais donc, c'est comme si je disais à Brut, vous faites tout en interne. Je ne pense pas que tous vos systèmes La différence, c'est que Brut est une entreprise privée et que l'État, c'est l'argent du contribuable. Vous avez totalement raison. Je regarde les copains. Le rapport du Sénat le montre très bien. Allez voir le rapport du Sénat, il est public. L'État français, le gouvernement, c'est 850 millions à peu près. On arrive au milliard quand on rajoute les 40 principaux opérateurs qui ont fait 150 millions. Les Allemands, c'est 2 fois plus que nous. Oui. Non mais pardon, je sais que vous allez comparer. Non mais juste un truc. Mais c'est vrai. Nous chez Brut, on n'a pas des salariés qui bossent sur un sujet et en même temps un cabinet de conseil qui travaille sur le même sujet. Mais personne ne fait le même sujet. Personne. C'est pas Boris Cyrulnik dit quelque chose qui l'a un peu surpris. Quand il a travaillé sur les premiers jours d'une vie, il a appris qu'un cabinet anglais travaillait en même temps sur le même sujet. C'est pas à moi d'en répondre, c'est pas moi qui ai passé le contrat, mais le ministre a expliqué. Vous en pensez quoi, vous? Mais moi, j'en pense que ce qu'il faut très concrètement dire, c'est d'abord, c'est normal qu'il y ait accès à des prestataires extérieurs. 2, est-ce que la France a une pratique aberrante? Non. C'est 0,3% de notre masse salariale, c'est 2 fois moins que les Allemands, 3 fois moins que les Anglais. Donc il faut savoir raison garder. On ne compare pas exactement les mêmes choses. Si, on compare exactement les mêmes choses. Regardez le rapport du Sénat. 3, quand je regarde ce chiffre, ce n'est pas du tout des choses dans les 3 quarts de ce dont on parle, ce sont des prestations informatiques et de systèmes d'information. Et en particulier l'année 2021, je regarde les dépenses, ce qui a été fait pour les systèmes d'information et les modalités liées au Covid, et pour la lutte contre le cyber.
Et en effet, là, on a pris des gens pour s'équiper et ensuite on a internalisé. Et par rapport à ce que disait monsieur, ce sont des choses, d'ailleurs, on a baissé en 2022 de 20% cette dépense parce que précisément, on a réussi à internaliser les choses. Donc, ce que j'aime pas, si vous voulez, c'est qu'on a un épouvantail. En plus, c'est anglo-saxon, ça fait pas beau, McKinsey, puis ils payent pas d'impôts. Ce qui me scandalise, je me suis battu en européen contre ça. Et on va y répondre, nous, en vrai. Moi, je suis pas dans la culture de c'est un manquement assez grave, quand même, de se dire, mais d'accord, s'en rend compte simplement, seulement c'est pas vrai que c'est McKinsey, ces chiffres-là. Oui, c'est Capgemini, c'est des Français aussi. Mais non, mais c'est plein de Français, mais c'est y compris de l'entreprise Tartemol ou MashPro. Ce sont des gens que vous ne connaissez pas du tout, qui ont des petits cabinets, qui vous aident et qui nous ont aidés sur les systèmes d'information. Et ce qui est important par rapport à votre question, ce sont des gens qui, à chaque fois, doivent apporter une compétence que vous n'avez pas dans l'État. Et donc, par rapport à tous ces contrats, 1, il n'y a pas de complaisance. 2, moi je veux bien, je suis candidat, je réponds de tout et je réponds à toutes les questions. Mais le président de la République, il ne signe aucun de ces contrats. Ce sont les administrations qui les signent, un ministre, un directeur d'administration, un opérateur du peut gouvernement. Le faire. Et 3, non mais la France... Mais juste pour être clair, juste quand même, dernière question, parce que ça a quand même beaucoup agité, notamment les réseaux et vos oppositions. Bah bien sûr, les oppositions en ont fait des choses. Non mais vous pouvez donc répondre. On évoque beaucoup des liens entre McKinsey et vous, notamment pendant votre campagne électorale. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dis, moi je n'ai jamais fait une intervention pour qu'il y ait quelque chose qui soit signé avec McKinsey. 2, la France, et on doit s'en honorer, depuis le début des années 90, les fameuses lois Sapin, encadre les marchés publics comme très peu d'autres pays européens. On a constamment renforcé sous le quinquennat précédent et sous mon quinquennat. Et donc, quand il y a un code des marchés publics... Et vos liens entre McKinsey? Mais non, mais moi, je n'ai pas de lien personnel. Je n'ai jamais travaillé pour McKinsey. Mais McKinsey a pu travailler pour vous? Non, mais McKinsey, ce sont des gens que je connais parce qu'il se trouve que moi, j'ai été dans le secteur privé. Donc, ce sont des gens avec qui j'ai travaillé par ailleurs. Ce sont des cabinets qui conseillent des tas d'entreprises que j'ai déjà vus. Et même les opposants qui contestent oublient qu'ils les ont beaucoup fait travailler. Parce qu'il y a 10 ans, quand il y avait des cabinets qui faisaient la réforme de l'État, c'était McKinsey qui les faisait pour beaucoup. Donc je veux dire, c'est un jeu d'hypocrite complet, cette affaire. Mais ce qui est important, c'est que je veux que ce soit très clair pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas d'intervention du président de la République sur les contrats. 2, chacun de ces contrats, il est scruté. Et s'il y a un problème, il peut aller devant le juge. C'est le code des marchés publics. 3, la règle, c'est qu'on ne doit pas mettre quelqu'un d'extérieur quand on a la compétence en interne. Ça, c'est du contrôle. C'est le contrôle que font les administrations, que font le Parlement. Et là, c'est d'une mauvaise utilisation d'argent public. Moi, je n'ai pas eu de démonstration qu'il y en avait. S'il y en a, il faut évidemment l'éradiquer. 4, on a une pratique qui n'est pas déviante, il ne faut pas tout simplifier, parce que si on veut avoir le meilleur service pour l'État et les collectivités locales, il est hyper important d'avoir les meilleurs qui nous aident à former nos fonctionnaires. On va avancer sur la suite. Le dernier point, juste quand même, sur les impôts de McKinsey. Moi, ça me scandalise. Je me félicite qu'on ait ouvert les enquêtes et les contrôles. Mais moi, c'est un combat que je mène depuis 5 ans. Que toutes les entreprises qui font du profit en France payent des impôts en France. C'est un combat, ça ne marche pas si on le fait tout seul. Sinon, ils partent à la frontière. On l'a mené en européen. Les Européens nous ont dit qu'il faut le faire au niveau international. C'est le cas. La France s'est battue. On a eu un accord à l'OCDE. Sous présidence française, on va enfin passer cet impôt minimal. Alors, on va pouvoir avancer sur la suite parce qu'on a reçu énormément de questions de la communauté brute sur l'écologie. Et on va écouter la première. Elle est de Juliette. Bonsoir, Monsieur Macron. Ma question, ce sera qu'est-ce que vous pouvez affirmer avoir mis en place pour limiter le réchauffement climatique durant votre mandat? Et est-ce que vous trouvez ça suffisant? Merci. En complément de la question, suffisant, ça renvoie aussi au rapport du GIEC, vous l'avez sûrement découvert il y a quelques jours, qui pose 3 ans, 2025, donc le prochain président de la République française aura à gérer ce délai terrible, 3 ans pour vivre dans un monde encore vivable. Je vous laisse donc répondre à la question. C'est une immense question, et en fond, c'est une question qui structure. Ce n'est pas juste une case, si je puis dire, ou une politique, c'est une question qui va structurer notre manière de vivre et de produire. Et donc pour moi, l'écologie, elle fait partie à la fois de la qualité de vie, on va avoir, de notre capacité à transformer le monde, et c'est une politique d'émancipation au même titre que l'éducation, la culture. Elle est au cœur de ce qu'on doit faire. Je vais répondre parce que j'ai une question très précise, je vais y répondre. Ouais. Durant les 5 années qui viennent de s'écouler, on a réduit l'émission de gaz à effet de serre 2 fois plus vite que durant les 5 années qui précédaient. On parle souvent de la France qui a été condamnée pour son inaction. Elle a été condamnée pour ne pas tenir ses engagements pour les années qui précédaient mon mandat. Parce que je prends tout à chaque fois. Donc c'était jusqu'à 2017 de mémoire révolue au début de 2018. Je ne considère pas que j'avais développé toutes les politiques publiques. Qu'est-ce que j'ai fait principalement pour le climat durant les 5 années? 1, je me félicite d'être celui qui
a pris la décision d'arrêter les grands projets qui étaient fous pour le climat. On n'en parle plus aujourd'hui. Il reste une centrale à charbon. Non, attendez, je ne parle pas des centrales, je vais y venir. Mais les grands projets... J'en parle. Oui, non, mais je vais y venir, parce que ce n'est pas ça dont je parlais. Ça, c'est la production d'énergie. Mais les grands projets, c'était Notre-Dame-des-Landes. D'accord. Ça fait 15 ans qu'on le traînait. Je me souviens, dans toutes les émissions, on m'en parlait. D'abord, moi, j'avais plutôt dit, je vais le maintenir. Bravache. Oui. Je disais, je veux tenir pour ne pas céder devant les blocages. Pourquoi j'ai dit que je ne le ferais pas? Parce que j'ai fait le bilan climatique. Et donc, j'ai dit, ça n'a plus aucun sens. J'ai arrêté le projet Europa. Aussi parce que les écolos ont été... Non, pardon. Enfin, alors, pour le coup, si j'avais pensé que c'était bon, à tous les égards, je l'aurais fait. D'accord. Mais parce que, très sincèrement, c'était un projet qui ne correspondait plus à nos besoins, au modèle de développement, et qui était aberrant d'un point de vue climatique. J'ai arrêté Europa City. Centre commercial dans le nord de Paris. Dans le Val d'Oise. Alors il y a le concret, mais aussi J'ai arrêté la Montagne d'Or. Oui. Bon. Oui. Donc ça, c'est des Il y a le résultat aussi, les énergies renouvelables. Aujourd'hui, Eurostat qui nous dit que la France est le seul pays qui n'a pas répondu. Tout à fait vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Et je précise, la Cour... c'est quand même... Non, parce que tous les projets... Emmanuel Macron, juste Oui. un chiffre qui m'a surpris. Attends. La Cour des comptes européenne épingle la France, comme plusieurs autres pays, parce que la France subventionne davantage les énergies fossiles que les énergies renouvelables. Alors, c'est un rapport d'il y a quelques jours. oui, mais ça c'est un peu injuste parce que nous, en fait, on a un modèle qui dépend très peu du fossile parce qu'on a beaucoup de nucléaire. Mais je vais répondre à vous deux. Je passe à l'énergie. Donc, j'ai arrêté les grands projets, c'est bon pour le climat, c'est mon bilan. Ouais. 2, production d'énergie. Nous, on a un modèle. Honnêtement, j'y suis pour rien, je ne vais pas me jeter des fleurs. On est le pays qui émet le moins de l'un des pays qui émet le moins de tonnes de CO2 par habitant pour produire son énergie parce qu'on a le nucléaire. C'est pour ça aussi que je dis que tous les projets, quand j'écoute le projet d'Yannick Jadot, de Jean-Luc Mélenchon qui propose de sortir du nucléaire rapidement, ce sont des projets fous d'un point de vue climatique. Parce que ce sont des projets qui ont une crédibilité zéro. On ne peut pas supprimer et remplacer le nucléaire par le renouvelable. Et d'ailleurs, l'exemple de l'Allemagne Le Monde, ce sont des projets qui feront réimporter du gaz ou réouvrir des centrales à charbon. Donc, ça c'est notre... C'est pas loin de ce que vous proposiez en 2017. Faux. Ce qu'ils proposent eux. Ah non, moi j'ai jamais proposé de sortir en totalité du nucléaire. Eux, pas totalement non plus, et progressivement si. jusqu'en 2050, c'est quand même Non, ils proposent un rythme qui est moins accéléré qu'avant. Pas tout de suite. Mais ils proposent d'en sortir totalement. C'est impossible. Le rapport d'RTE l'a très bien dit, c'est impossible. Sauf à couvrir la France d'éoliennes et ce serait trop lent. Mais moi, Sauf à être sobre. Mais non, mais attendez, je vais vous donner complètement ma stratégie énergétique si vous me laissez 2 secondes pour continuer, parce qu'après il y a les pratiques. Mais sur les centrales thermiques, on en avait 4, on voulait toutes les fermer. On pouvait toutes les fermer. C'est charbon, là, on parle de charbon. 4 charbons. Il y en a, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'on a pris du retard sur l'ouverture de l'EPR de Flamanville. Et donc, non mais c'est ça la réalité. C'est moins qu'on puisse dire. Ben oui. Et donc pour maintenir et pas être en blackout durant l'hiver, on a dû en maintenir une en activité partielle. Mais on va aller au bout, je tiendrai mon engagement. Bon. Ensuite, sur les renouvelables, vous avez totalement raison, le chiffre est très juste. Le problème qu'on a sur le renouvelable, c'est que nous, on a lancé pas mal de projets. Et je veux continuer, c'est dans ma stratégie. Mais les projets sont beaucoup trop lents. Moi, j'ai inauguré le premier projet d'éolienne en mer en Bretagne. Il avait été lancé sous Nicolas Sarkozy. Donc, c'est ça la réalité. C'est qu'on met aujourd'hui plus de 8 ans à faire des projets. Donc, en effet, la France est un des pays qui est le plus en retard sur les ENR. Donc là, on a commencé. C'était proportionnel, hein. C'est-à-dire que. Mais bien sûr, mais là-dessus, on doit aller beaucoup plus vite. C'est dans ma stratégie, je vais y venir. La Suède est à 60%, par exemple. Et donc, on doit aller beaucoup plus vite, même si on fait du nucléaire. Et en même temps, c'est aussi pour ça que je le fais en début d'année, en début de mandat, si les Françaises et les Français me font confiance, il faut qu'on ait une loi de simplification pour réduire les délais. Maintenant, j'explique le mix énergétique parce que c'est le cœur. Non mais. Esprit de synthèse. Esprit de synthèse toujours. C'est clé. Si on veut faire des économies et moins émettre, il faut faire, je reprends le mot à Jean-Luc Mélenchon que j'ai critiqué à l'instant, une planification énergétique. Parce qu'en effet, il y a comme ça que ça peut marcher. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a 3 piliers dans cette planification. Pilier 1, sobriété. On doit moins consommer de manière intelligente. Là-dessus, pour répondre à madame, j'ai un bilan. La sobriété, c'est rénover les bâtiments pour qu'on chauffe moins. En 2021, grâce à la prime Rénov', on a rénové 650 000 logements. Mon objectif, c'est fort de ce bilan, parce qu'on ne savait pas bien le faire avant. On a beaucoup changé les choses, on a fait un énorme boulot. Les élus de terrain le savent. Les élus de terrain le savent, on a fait un énorme boulot. C'est compliqué. Oui, mais on a fait un boulot avec l'Agence nationale et en lien avec les élus de terrain. Et donc, dans les 5 ans qui viennent, je veux rénover au moins 700 000 logements par an. Ça, c'est un énorme levier de sobriété. Deuxième levier de sobriété, l'électrification de notre mobilité, c'est-à-dire sortir des vieux véhicules pour aller vers les véhicules dernière génération, en particulier électriques. Durant ce quinquennat, nous avons, parce que c'est notre argent à tous, accompagné 1 million de nos compatriotes pour changer de véhicule.
c'est du gain de pouvoir d'achat et c'est de la sobriété. Ça, on continue. Ça, on va continuer. Je veux même renforcer en mettant en place un système de leasing pour le véhicule électrique. Que vous puissiez, parce qu'on parlait de pouvoir d'achat, un couple qui est au SMIC ne peut pas s'acheter un véhicule électrique aujourd'hui malgré nos aides. Le reste à charge est trop important. Et donc, je veux mettre en place avec un système de garantie, un système où vous paierez moins de 100 € par mois. Et donc, très vite, grâce aux économies sur les pleins, votre véhicule électrique est rentable. Et en développant, non, ça c'est toujours sur la sobriété, en développant une filière française. Parce que derrière, c'est créer de l'emploi. Je veux créer une filière française de l'éolien, on est en train de le faire au Havre et ailleurs. Je veux créer une filière française de véhicules électriques. On a créé, sous mon mandat, 3 gigafactories de batteries électriques. Il y en avait 0 quand j'ai été élu. Tout ça, c'est des mécanismes de sobriété. Et puis de continuer le transport doux. On a fait, je crois de mémoire, 13 000 km avec les collectivités de pistes de vélo. Mais clairement, c'est suffisant aujourd'hui. On a le Haut Conseil pour le climat, un organe gouvernemental d'experts indépendants mandatés par l'État, qui nous dit que le rythme annuel de réduction des gaz à effet de serre en France est bien trop lent et qu'il faudra aller 2 à 3 fois plus vite si on veut réussir à atteindre l'objectif en 2050. Je dis sur la sobriété, vous avez compris, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je veux faire. Donc j'ai réussi à le faire sur les 2 dernières années. Là, si je le fais sur 5 ans, j'aurai 2 fois plus d'efficacité. Et je veux continuer sur le volet sobriété, le vélo, les transports urbains, l'électrification, l'hydrogène dans les transports urbains et l'aide aux collectivités. Premier volet sobriété. Deuxième pilier, c'est hyper important. Oui, mais il y a plein de choses importantes après. Oui, mais le climat, on en a tellement peu parlé. Ça continue sur l'écologie après, rassurez-vous. Ah bah super. Donc deuxième point pour réduire les gaz à effet de serre, c'est développer le renouvelable. Là, on a commencé, on n'a pas été super bon jusqu'au bout. Et donc je veux une loi de simplification pour réduire les délais. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller beaucoup plus vite sur le photovoltaïque. Et là, on a un levier formidable, c'est l'agrivoltaïsme. Nos agriculteurs, si on veut les aider à avoir un complément de revenus, il faut permettre de déployer. Et on est en train de finaliser les cahiers des charges, justement, des panneaux solaires. On a de l'emprise foncière de l'État, de la SNCF, des armées. On veut déployer du solaire. Et j'ai un objectif de 40 gigas en éolien offshore. On s'est maintenant beaucoup mieux concerté avec les pêcheurs, avec la biodiversité. Non mais c'est un super projet. On est la 2e puissance maritime du monde. Et l'éolien offshore est un formidable levier. Et maintenant, c'est rentable. Je veux dire, il y a 5 ans, ça a été beaucoup moins. C'est rentable. Donc, le 2e pilier, vraie stratégie renouvelable. Mais cette stratégie, elle permet, si on arrive à faire, d'avoir de l'électricité, mais elle ne permet pas de remplacer notre parc nucléaire. Pourquoi? C'est très important que tout le monde le comprenne. Parce que c'est intermittent, le renouvelable. Et ça me permet de produire de l'électricité en plus. Mais ça ne me permet pas de remplacer mon parc actuel. Et puis mon 3e pilier, c'est le nucléaire. C'est hyper important. Et pourquoi il faut en faire? Parce que, et ça, RTE, je vous renvoie à leur rapport avec l'AIE, l'ont montré, même si je fais de l'effort en sobriété, et même si je réduis de 30% ma consommation d'électricité actuelle grâce à mes efforts de sobriété, la transition énergétique du pays, la baisse de mes émissions de gaz à effet de serre, elle passe par l'électrification des pratiques. Alors on a une question. Attends, c'est hyper important, je veux finir. Si je veux passer du véhicule thermique au véhicule électrique, j'ai besoin de produire plus d'électricité et d'avoir des bornes. Si je veux remplacer mon gaz que j'importe de Russie, que j'importe du Qatar et ailleurs, mon gaz naturel qui est une énergie aussi, fossile, ou mon essence que j'importe. Non, mon nucléaire, je n'importe pas. C'est l'uranium un peu quand même. J'importe, mais je le sécurise et grâce à mes innovations, je veux de plus en plus fermer le cycle. Alors, mais beaucoup moins. Non, mais si je veux remplacer ce gaz-là par de l'hydrogène, l'hydrogène, je le produis par de l'électrolyse. L'électrolyse a besoin d'électricité. Et donc, beaucoup d'électricité. Et donc, de toute façon, à 2050, si je fais moins 30% de consommation électrique, mais que j'électrifie mes usages, j'aurai besoin de produire environ 50% d'électricité en plus. C'est pour ça que mon 3e pilier, c'est le nucléaire, et j'ai besoin de 6 tranches nouvelles, que j'ai déjà décidées, mais elles commenceront en 2035, et 8 nouvelles tranches. Alors, non, mais je vais être Emmanuel super Macron, synthétique. Thomas. Ce projet, sobriété, renouvelable, nucléaire, est le seul projet, je dis bien... Et on va pouvoir revenir sur le nucléaire juste après. C'est le seul projet crédible qui permet de sortir des énergies fossiles et de notre dépendance. Alors, les autres vous laissent dans la dépendance. On continue à parler au sens très large de l'écologie et de la nature avec une question, ça vous surprendra peut-être, sur la chasse. La chasse est une véritable barbarie. Malgré plusieurs sondages montrant que les Français et Françaises sont favorables à l'interdiction, il ne s'est rien passé durant votre précédent quinquennat. Quelle est votre position actuelle? Moi, je pense qu'il faut toujours peser les mots. Oui. Et je ne dirais pas que la chasse est une barbarie. La chasse, c'est une pratique, ça renvoie aussi à des traditions. Il y a des chasses qui sont plus acceptables, et moi, j'ai d'ailleurs assumé de les arrêter. Le Conseil d'État aussi. Non, ça a été une décision de votre serviteur. Le Conseil d'État, il a interdit sur certaines espèces
et on pourra y revenir. Pas la chasse à courre alors? C'est un vrai débat, la chasse à courre. C'est pas une barbarie? Honnêtement, je trouve une pratique désuète et plutôt assez. C'est plutôt des gens très aisés qui le font. C'est pas la majorité de. Oui, et donc, c'est pas la majorité. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'interdire. Non, non, mais je pense que moi je suis plutôt. Et vous êtes pour l'interdire? Non, je vais vous dire. Surtout très ces franchement. Sujets. Non, mais je vous réponds très franchement. Sur tous ces sujets, on peut décider la politique du clash permanent. Et les gens adorent. Bon. Moi, je suis plutôt pour le pragmatisme et essayer d'avancer. Il y a des millions de nos compatriotes qui chassent. Ce sont des gens qui aiment la nature et la ruralité. Autant que vous et moi, autant que ceux qui disent que c'est la barbarie. Et d'ailleurs, très souvent, ce sont des gens qui vivent plus dans la nature que toutes celles et ceux qui leur donnent des leçons. Parce qu'ils vivent avec leurs chiens, ils vivent très souvent dans la campagne. Avec des promeneurs qui parfois ont peur d'eux. Ok, mais ça, c'est des conflits d'usage, donc ça se régule. Mais ça se régule pas tant que ça, parce qu'il y a énormément de blessés chaque année. Non, mais il y a plein de personnes qui disent j'ai peur de me balader en forêt parce que. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a des saisons de chasse, qu'il y a des règles et qu'à chaque fois, il faut continuer. Et donc ça se discute au niveau d'un territoire. Et le maire est d'ailleurs là pour ça, les gardes champêtres, l'Office français de la biodiversité. Il faut plus réguler, vous. Il faut faire du cas par cas. Non, mais il faut plus réguler. Mais bien sûr qu'il faut réguler. Et aussi, il faut beaucoup plus contrôler ce qu'on a fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai dit aux chasseurs, et j'assume totalement. Moi, je ne suis pas contre les chasseurs. Je suis pour qu'on ait une politique... Certains diront que vous serez même plutôt pour. Non, je suis pour une politique sincère et constructive de gestion de la biodiversité et de la ruralité. En tout cas, eux, ils sont pour vous. La Fédération des chasseurs a appelé, c'était rare. Hein. Willy Schren a appelé pour vous dès le premier tour. Est-ce que c'est un boulet quand on veut apparaître comme plutôt écolo? Non, parce que j'assume totalement. Et franchement, qu'il y ait des gens qui se prononcent de manière nette pour vous soutenir, je ne vais pas leur dire que c'est un mauvais choix. Mais moi, j'assume ce choix. Mais j'assume un choix aussi pour le bien-être animal, sur tous les sujets. Moi, je veux au-delà de la chasse. Mais je vais au bout sur la chasse. La chasse, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, arrêtons le face-à-face, on met tout le monde autour de la table. On a créé l'Office français pour la biodiversité. C'était un rêve de tous les écologistes depuis des décennies. Quel est le résultat de ça? On met les gens autour de la table, chasseurs, environnementalistes, ONG, spécialistes, et on dit, espèce par espèce, on regarde ce qui peut être chassé et ce qui ne peut pas être chassé. Ce qui est la règle habituelle. Hein. Non, c'est faux. La règle habituelle était administrative. Non. La règle était administrative, donc il y avait des confrontations permanentes. Et on avait des autorisations. En fait, du coup, on ne suivait pas bien les espèces. Et donc, il y avait des autorisations absolues. Et à l'inverse, il y avait des espèces qui commençaient à être fragilisées, qu'on n'interdisait pas. Et donc là, grâce à l'OFB, qui est vraiment une innovation où il y a tout le monde autour de la table. Et moi, je veux qu'ils apprennent à se parler, tous ces gens. C'est ça mon but. Eh bien, chaque année, on regarde et on dit, est-ce que la tourterelle des bois, le tétras, est-ce qu'ils sont en danger ou pas? Quels sont les quotas? Est-ce qu'on peut les chasser ou pas? Je ne dis pas que c'est pacifique, qu'ils ne s'engueulent pas. Mais au moins, ils se parlent et on crée une culture commune. Ensuite... C'est un peu utopique parfois, c'est pas la réalité. C'est pas utopique, on doit le faire. Mais ça ne marche pas forcément. Mais pardon, mais on peut pas dire, il y a des millions de gens dont c'est parfois l'équilibre de vie, les traditions, l'identité. Ces millions de gens, moi, ils ne m'intéressent pas. Pardon, mais en tant que président de la République et candidat pour le devenir, c'est mon devoir d'essayer de réunir tout le monde. Et je crois que c'est bon pour tout le monde et pour la cause animale aussi. Emmanuel Macron Mais à côté de ça, pardon, mais moi, dans mon bilan, je défends d'avoir aussi interdit des chasses. Parce que les mêmes qui me soutiennent aujourd'hui... La chasse à la glu. Mais la chasse à la glu, j'aurais dit, c'est une pratique. Honnêtement, on ne peut pas continuer là-dessus. On l'a interdite. Et puis la cause animale, j'ai fait plein de choses. On va en parler. Question suivante. L'élevage intensif, c'est la question suivante. Elle est là tout de suite. Vous allez voir. Monsieur Macron, 5 ans après votre prise de pouvoir, aucune mesure n'a été prise contre le fléau de l'élevage intensif. J'aimerais savoir pourquoi cette mesure, qui est un point essentiel de la transition écologique, ne figure toujours pas dans votre programme. Élevage intensif, moins sur d'ailleurs la question de la souffrance animale que sur la question écologique. Les deux. Oui, enfin la question a été posée comme ça. Non, d'abord, faut regarder, tout ça c'est un changement de modèle de consommation et de production. Moi je dis la même chose sur nos éleveurs et nos chasseurs, parce que je ne suis pas là pour être démago. Les éleveurs, ce sont des femmes et des hommes qui ne savent pas ce que c'est qu'un jour férié. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié. Non, mais pardon. C'est pas forcément le sujet. Là, le sujet, c'est de se dire, on voit ces images sur L214, par exemple, qui nous montrent ce qui se passe dans des élevages intensifs, avec des poules qui sont dans des cages par dizaines, parfois par centaines. C'est finalement des associations qui révèlent ça. C'est peut-être une action de l'État. Le modèle que vous évoquez là. Non, mais que ce soit d'ailleurs les salariés ou les patrons, mais quels que soient les modèles d'éleveurs. Non mais là-dessus, je vais quand même défendre le monde agricole, quel qu'il soit. Non mais première chance, ce sont des gens qui vivent avec leurs animaux et qui, s'ils ne les aimaient pas, ne seraient pas éleveurs. Objectivement, quand je regarde le modèle français, il est beaucoup moins intensif que tous nos voisins. Là aussi, comparons-nous. Et regardons ce qu'on mange.
pardon, regardons ce qu'on mange et ce qu'on veut faire. Donc moi, je veux bien qu'on se dise tout de suite à nos agriculteurs qui ont des modèles familiaux pour beaucoup, parce que c'est la force du modèle français. Ça ne répond pas à la question. Si, je vais y venir, mais je pars de... Je dis ça parce qu'on a beaucoup... Oui, mais c'est hyper important de ne pas être dans la stigmatisation. Là, je suis pareil, je ne suis pas dans le raccourci parce que je ne veux pas stigmatiser, je ne veux pas opposer. Ce n'est pas l'idée de stigmatiser, non, c'est mais l'idée de répondre à des faits qui existent. Ça fait des années qu'on dit on veut bouffer moins cher. Et donc on bouffe de la merde, pardon de dire ça comme ça, qu'on importe d'élevage intensif du reste de l'Europe et qu'on stigmatise les agriculteurs qui sont chez nous et on ne leur permet pas de vivre de leurs revenus. Un éleveur en France, en moyenne, il touche 300 € par an. Mais il faut qu'on arrête de faire du face-à-face. Mais là, c'est pas... Donc c'est pas possible. Mais si, il y en a aussi dont on dit qu'ils sont intensifs. Vous avez des éleveurs qui ont des petits modèles, qui parfois ne peuvent pas investir, et dans lesquels des associations qui veulent le bien-être animal, que je respecte, déboulent et les stigmatisent. On pourra Ils montrent des faits qui sont quand même implacables. Les images, elles ne sont pas inventées, elles montrent quelque chose. Mais on ne pourra pas avancer si on des fait questions du de santé publique aussi. Mais oui, mais on n'avancera pas si on fait du face-à-face. C'est important de voir la réalité tout de même, non? Mais je la vois totalement, autant que vous, de tous les côtés. Mais concrètement, comment on fait pour que ça n'arrive plus? Et donc, concrètement, il faut investir, bouger, mettre des caps. Ce qu'on a commencé à faire et ce qu'on va continuer. Donc, on doit bouger le modèle européen pour que partout en Europe, on sorte de l'intensif qui bafoue la condition animale. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on pousse et c'est ce qu'on a fait dans la PAC, qui pour la première fois a des normes sur ce volet-là. Donc, premier point. Parce que non, mais on ne peut pas s'en sortir tout seul. Si les copains continuent à produire comme ça autour de nous, on va tuer notre agriculture. Et si les copains avec lesquels on a des accords de libre-échange le font? Mais moi, je suis contre. Je me suis opposé au Mercosur. Donc j'ai pas sur de le CETA, avec le Canada? Mais le CETA n'a pas du tout les mêmes modèles. Et le CETA, on a mis un veto climatique et sur beaucoup de ces sujets de la même manière. Non, pardon, on a fait un boulot d'1 an qui doit d'ailleurs beaucoup à nos parlementaires et à Nicolas Hulot pour réguler ce qui avait été fait. Mais quand je regarde les choses, moi je me suis opposé au Mercosur sur cette raison. Bon. Donc, et moi je suis pour des clauses miroirs sur le modèle agricole. Donc la France, par notre voie, pour la première fois, a posé justement un système de clause miroir qui est de dire ce qu'on contraint nos éleveurs de faire, on le demande aux éleveurs chez qui on importe. Mais en européen, on doit bouger ensemble. Deuxième chose, c'est pour ça que vous m'entendez les défendre, parce que ce serait plus facile pour moi devant vous, évidemment, de dire je parle qu'à celles et ceux qui s'indignent. Je veux parler à tout le monde, parce que c'est trop facile. Il y a des modèles intensifs qui ne jouent pas le jeu. On leur a mis des contraintes. On a commencé sur les élevages en batterie, je l'ai fait il y a 5 ans. Sur les poules pondeuses, on a commencé à mettre des contraintes pour réformer, et on les a accompagnés, parce que la vérité, il faut accompagner les filières pour investir et pour qu'elles sortent de ces modèles et prendre en compte le bien-être animal. Donc on a investi sur justement les modèles pour qu'on ait des modèles d'élevage en plein air qu'on va progressivement généraliser, mais il faut les aider, c'est ce qu'on fait. Deuxième point, il y avait un sujet terrible sur les élevages intensifs, qui était le broyage de poussins, parce que comme vous le savez, on ne savait pas... C'est désormais interdit. On a interdit, mais pourquoi ? De la même manière, il y a 5 ans, quand on me le demandait, je me faisais conspuer parce que vous n'aimez pas la cause animale, vous ne l'interdisez pas. Je me suis fait engueuler par Brigitte Bardot et d'autres parce que... Bon, c'est tout, elle défend avec beaucoup de sincérité. J'ai eu peur quand vous avez dit je me suis fait engueuler par Brigitte Bardot. Parfois, je me fais aussi engueuler par la mienne, mais pas sur ce sujet. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on ne peut pas interdire, c'est impossible. On a mis de l'argent dans la recherche et l'investissement. On a réussi par la génétique, on a fait un gros projet franco-allemand. Et maintenant, on sait déterminer le sexe. Je ne veux pas rentrer dans la technique. Oui. Et donc, on n'a plus besoin de les broyer. Et donc, on investit, on permet aux éleveurs de le faire, plus de broyage. Alors, on avance. Pareil, non mais... On avance. Il y avait de la castration des jeunes porcelets. On ne va pas faire chaque... Non mais moi, je vais dans le détail, ça m'intéresse. Vous avez raison. Mais ce qui intéresse aussi, c'est de voir pas mal de sujets différents. Et donc on va devoir avancer sur une autre question, Emmanuel Macron. Pour moi, d'abord, j'ai un bilan sur le sujet de l'élevage intensif et de la condition animale et de l'élevage. On va continuer. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on doit avoir un agenda de solutions et pas de stigmatisation, d'investissement pour accompagner et d'exigence. Et donc, on va continuer. Et honnêtement, toutes les assos font un boulot hyper important. Ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à mieux coopérer pour qu'elles fassent aussi un travail qui, parfois, traumatise moins nos éleveurs et les mettre moins en face à face, qu'elles nous aident, qu'elles dénoncent, mais sans rentrer dans les élevages, et qu'à ce moment-là, on aide en investissant pour accompagner. On va passer à la question suivante. Voilà. Un sujet qui traumatise aussi. Voilà. Obligé de passer à la question suivante. Qui est un sujet qui traumatise aussi des gens. C'est, on revient sur le nucléaire avec une question très particulière qui vous est posée à l'instant. Savoir qu'est-ce que vous comptez faire des déchets nucléaires? Est-ce que vous allez juste les léguer aux générations futures? Quelles sont vos solutions en fait? Alors, c'est un sujet très important. Donc, on a un projet d'enfouissement. Il y en a certains, donc il y a un cycle qui est compliqué, il y a la partie de retraitement, on a tout ce qui s'appelle le cycle aval, sur lequel on a des acteurs nucléaires.
Et les déchets comme justement Renault et d'autres. Et c'est une compétence qu'on a. Et sur les déchets, on a une stratégie d'enfouissement des déchets qu'on n'arrive plus à résoudre. C'est un projet qui durait depuis des années. On l'a défendu et on prendra d'ailleurs les textes qu'il faut là dans les prochaines semaines. C'est donc l'enfouissement, c'est le projet CIGEO à Bure. Qui permettra de répondre à ce sujet. Les populations du coin, quand elles sont interrogées, sont plutôt défavorables à l'enfouissement des déchets nucléaires. Ça dépend, il y a des associations qui sont contre, tous les élus sont pour. Tous les élus locaux. Oui, parce que ça fait aussi beaucoup de revenus. Oui, parce qu'il faut compenser les choses. Après, il faut qu'il y ait une sûreté, il faut qu'il y ait une transparence démocratique complète, un accompagnement. Donc c'est ce qu'on fait. Hein. La loi l'a prévu, il y a un suivi, il y aura des mesures. Donc il n'y a pas de, non, mais il n'y a pas de miracle. Il ne faut pas le léguer dans de mauvaises conditions, comme vous le dites, aux générations futures. Mais il n'empêche que ce faisant, ça nous permet de ne pas léguer des émissions de gaz à effet de serre, merci de m'aider, à nos générations futures. Et c'est malgré tout mieux. Ça, c'est la première réponse sur ce dont on hérite et ce qu'on produit. Après, moi, j'ai voulu réinvestir sur ce qu'on appelle la fermeture du cycle, c'est-à-dire produire moins de déchets. Le nucléaire de demain ne peut pas être un nucléaire qui produit autant de déchets si on veut le développer. Et donc, c'est d'énormes sujets, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse aller vers d'autres techniques, la technique du laser, la technique, il y a fusion et fission sur lesquelles on doit continuer à avancer, et puis ce qu'on appelle la fermeture du cycle, qui permet de réutiliser, et qui est hyper importante parce qu'elle permet de réduire le besoin d'intrants et nos dépendances à certains le recyclage des déchets, comme l'uranium. Et ça, c'est en particulier sur ce qu'on appelle les SMR, Small Non-Modular Reactor, un des points clés parce qu'il y a beaucoup moins de déchets avec ces réacteurs. On va avancer sur un sujet tout aussi important, c'est la santé mentale. Et on va tout de suite écouter la question de Colombe. Bonjour Monsieur Macron, comptez-vous durant votre mandat faire des réformes ayant pour objet la santé mentale et notamment la prise en charge du burn-out telle maladie professionnelle? Alors, la santé mentale est un immense sujet. Et pour moi, c'est un des sujets, je l'ai assumé, je l'ai dit, je crois, quand j'ai présenté mon programme, et je l'ai redit d'ailleurs il y a quelques jours quand j'ai fait un meeting sur lequel je veux absolument m'investir. Durant la crise Covid, on l'a tous vécu ensemble, on a parlé, on a vu ce sujet émerger chez les jeunes. Et donc c'est pour ça d'ailleurs, pour la première fois, qu'on a mis en place le chèque psy. Et je ne dis pas ça comme d'ailleurs un succès, mais je regardais là aussi en venant les chiffres qui sont impressionnants, sincèrement, de nombre de chèques psy qui ont été utilisés et qui montrent la détresse qu'il y a eu. Je ne vais évidemment pas les retrouver comme ça. C'est pas grave, mais ce n'est pas vraiment un succès, c'est plutôt le mais ça vous dans ce pays. Non, c'est bien collectivement qu'on les ait accompagnés, parce que je pense que c'est une séance gratuite, hein, c'est bien ça. C'est mieux que ce qui existait avant. Mais c'est terrible de se dire que nous avons... bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, j'apprends tout par cœur. Voilà. Il y a eu 237 000 chèques psy qui ont été utilisés. 237 000 durant la crise Covid. Donc ça vous montre le besoin qu'il y avait. 237 000 jeunes qui l'ont utilisé. Donc là, c'était l'accompagnement. Ensuite, j'ai décidé... On a lancé un plan santé mentale durant ce quinquennat. Il y a quelques mois... J'ai conclu ce travail qui a été fait, qui a permis d'abord revaloriser ces professions, reconnaître le travail des psychiatres, mais aussi des psychologues, de tous les cliniciens de ville. On a un besoin de continuer à le développer à l'hôpital, également en ville, à l'école, de détecter et d'accompagner. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a mis en place un forfait pour accompagner, avant la psychiatrie, le chèque psy et reconnaître dans un parcours de soins le travail des psychologues. Je pense d'abord qu'en parler est très important. Et en parler, le détecter le plus tôt possible est très important. Donc c'est pour ça que, on va continuer ce qu'on a commencé, c'est-à-dire la détection, dès le plus jeune âge, en particulier à l'entrée au primaire, des différents troubles, dont des troubles psychiatriques chez les plus jeunes. On a fait la détection de toutes les formes d'autisme, des différentes formes de 10, mais il y a avec ça la souffrance mentale chez les plus petits. Ensuite, je veux qu'on puisse améliorer, c'est un des grands chantiers pour l'école, la médecine scolaire et l'accompagnement justement psy au lycée et dans les études. Je me permets de vous couper, la question portait aussi très clairement sur le burn-out. Et après, c'est le monde du travail. Et donc sur le monde du travail, là, sur la question du burn-out, il faut maintenant qu'on arrive à la qualifier. Et donc ça, c'est un travail qui doit se faire avec les psychiatres. Parce que la question du burn-out, telle qu'on la pose, j'ai toujours fait ce distinguo, il y a la question, si je puis dire, sociétale. Je suis mal dans ma vie, tout va... Là, est-ce que c'est forcément une maladie professionnelle? Il y a la question après,
si au travail, il y a vraiment quelque chose et qu'il y a un effondrement qui est lié aux conditions, ce qui est très lié d'ailleurs parfois aussi au problème du harcèlement au travail, hein, qui est un vrai sujet, là, il faut qu'on puisse le qualifier avec des psychiatres, avec la médecine du travail. Donc, pour moi, c'est un ensemble. Donc oui, il faut qu'on avance sur ce sujet, oui, il faut le faire en lien et le qualifier très précisément, mais pour moi, la santé mentale est un sujet au-delà du burn-out, sur lequel on a levé le voile ces derniers mois, ces dernières années ensemble, et je pense qu'il ne faut pas le... Alors, question suivante, le faire retomber. On a une question suivante qui va arriver tout de suite, justement, sur le Ségur de la santé, qui était un point important, et qui va s'afficher tout de suite. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Emmanuel, je suis infirmier depuis 14 ans dans un hôpital public à Bordeaux. Malgré le Ségur, l'hôpital ne va pas mieux, les soignants partent massivement des services de soins. Première question, dans votre programme vous mentionnez que vous souhaitez recruter des soignants. Comment comptez-vous vous y prendre? Et ensuite, comptez-vous valoriser nos salaires qui restent en deçà de la moyenne européenne? Merci. Alors, je ne sais pas quelle est la spécialité, le service dans lequel est monsieur, mais l'évocation d'ailleurs de Bordeaux nous renvoie au coût de la vie dans les villes tout à l'heure. Le Ségur de la santé, c'est un investissement historique en termes de rémunération de tous les personnels soignants. Médecins, infirmiers, infirmières, aides-soignantes, et ensuite on l'a étendu aux EHPAD, au médico-social. Au total, il y a 2 millions de travailleuses et de travailleurs dans le métier du soin qui ont été revalorisés. Ce ne sont pas des primes ponctuelles, c'est une revalorisation qui durera et qui continuera dans la carrière. Le minimum de revalo, c'est 184 € par mois. À mettre en perspective, parce que la France était aussi à la traîne par rapport à... Depuis les années 60, on n'avait jamais fait ça. 184 € par mois. Je le dis aussi parce que je défends mon bilan et j'en suis fier. Mais il y a la mise en contexte aussi de dire qu'il y a un retard énorme. Oui, et ça va jusqu'à 480 € par mois pour certaines professions et spécialités. Bon, premier point. Pourquoi a-t-il fallu une crise sanitaire d'une telle ampleur et qu'on applaudisse les infirmiers à 20 heures pour que ça se débloque? D'abord, on n'a pas découvert ça à ce moment-là. Mais moi j'assume d'avoir mis en place dès 2018 une stratégie pour la santé qui pour la première... En 2019, la moitié des services d'urgence étaient en grève. Non mais pour la première fois, pas tout à fait la moitié, mais il y avait une vraie grève. Non mais une vraie grève et une vraie souffrance. Parce que en fait, qui est encore présente. Le plan qu'on avait décidé est arrivé presque trop tard. Mais pardon, j'ai été élu en 2017. Je suis élu en 2017. En 2018, je lance un plan qui s'appelle Ma Santé 2022. Je mets fin à la baisse du tarif hospitalier qui existait depuis 15 ans. Je dis on va sortir de la tarification à l'activité. Je mets en place la politique de prévention renforcée. Et je dis on réinvestit dans l'hôpital. Simplement, ce n'était pas assez. L'hôpital était déjà en souffrance, c'était trop tard. Et on a fermé beaucoup de lits depuis. Non, mais pardon, ce sujet de fermeture de lits, je veux me défendre là-dessus. Allez-y. C'est pas vrai qu'on ferme des lits. C'est qu'en fait, on n'arrive plus à recruter. Et c'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'on avait trop contraint les formations. Et ensuite, qu'il y a même des gens, quand on les forme, qui ont abandonné. Et donc, c'est un problème, c'est pas un problème. C'est la question des salaires très faibles, des conditions de travail. Oui, mais donc, attendez. Depuis un an, un chiffre, depuis un an, je vous laisse répondre après, mais depuis un an, malgré le Ségur, on a en moyenne 2 départs par établissement de santé. Mais pourquoi? Parce qu'on a une immense fatigue et une perte de sens du boulot. Donc, c'est pas que de l'argent. Non, c'est exactement mon point. C'est pour ça que je veux changer de méthode sur la réforme et sur l'école. D'abord, c'est de l'argent, ça a changé la vie dans beaucoup d'hôpitaux. Il y a des tas d'hôpitaux où les soignants vous disent « merci, ça va beaucoup mieux ». À Bordeaux, le coût de la vie a flambé depuis qu'il y a le TGV. Ce n'est pas un hasard si c'était une des villes où il y avait des gilets jaunes les plus revendicatifs. Et donc à Bordeaux, ce qui est vrai, c'est que si on est infirmier à Bordeaux, malgré l'augmentation, si on se replace avec 5-10 ans de perspective, on ne vit pas mieux. Parce que le coût de la vie a beaucoup augmenté, se loger est très cher. Donc ça, c'est une réalité et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a un sujet grande ville, où le coût de la vie flambe, et là où il faut qu'on pense logement des personnels soignants avec les collectivités publiques. Je ferme cette parenthèse. Non, c'est une parenthèse importante. Elle est hyper importante pour comprendre la problématique. Quand on vit... Après, quel est le problème? Il faut former plus. Donc quand je dis je vais en embaucher, je vais en former. On a ouvert sur les médecins, les aides-soignantes, les infirmiers. Les médecins, malheureusement, j'ai décidé l'ouverture dès 2018, puis on l'a accéléré. Je ne verrai pas, même si les Françaises et les Français me refont confiance, ils n'arriveront pas à s'installer avant la fin du prochain quinquennat. Donc il va falloir mieux utiliser le temps médical dont on dispose, mieux orienter, avec une vraie révolution culturelle que je propose dans mon programme. Je peux la détailler. 2, oui, on va former beaucoup plus d'infirmiers, infirmières, aides-soignants et soignantes. Ça, on a ouvert les postes. Et derrière, on veut continuer de valoriser le salaire en reconnaissant les professions, en reconnaissant les spécialités. 3, un des points, moi j'ai été frappé, beaucoup d'infirmiers et infirmières me l'ont dit, quand ils faisaient des spécialités, qu'ils changeaient dans leur carrière, qu'ils évoluaient, c'était pas reconnu en termes de responsabilité de salaire. Ça, je veux qu'on le change. On a commencé avec les IBOD et on va continuer. 4, moi je veux la révolution culturelle de l'organisation à l'hôpital et entre l'hôpital et la ville. Pourquoi beaucoup de gens partent? Je fais le constat comme vous, il est cruel. Parce que ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de sens,
d'organisation du boulot. Et donc, non mais, moi j'avais été frappé, j'ai fait beaucoup d'hôpitaux. À la fin du premier confinement, ça avait été terrible. Il y avait une forme d'espoir, c'est là que j'ai décidé le Ségur. Mais il y avait un espoir en disant, on a fait des choses incroyables, on pensait que ce n'était pas possible. Et en fait, cet espoir ensuite a été déçu. La part rémunération, elle a été au rendez-vous, même au-delà de ce que certains demandaient. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est changer la culture et l'organisation. C'est collectivement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on reste avec les mêmes structures et que tout est décidé d'en haut, ça ne marche pas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise ? Les soignants, c'était de l'organisation de guerre, pardon de le dire en ces termes. Et donc, d'un seul coup, il n'y avait plus d'autorisation à demander pour avoir tel ou tel équipement, pour recruter telle chose. On n'avait plus besoin de remplir des circulaires, on n'attendait plus 3 mois. On se serrait les coudes. Les administratifs étaient côte à côte avec les soignants et on était dans des logiques projets. On retrouvait du sens. Et l'organisation actuelle de l'hôpital et plus généralement de notre médecine a fait qu'on a collectivement, c'est la faute de personne, c'est la faute du système, donc il faut le changer. Le sens a été perdu. Et donc je veux, et c'est un peu, le risque c'est qu'on ait la même chose du côté de l'éducation. Donc moi c'est aussi pour ça que je veux qu'on puisse redonner de la responsabilité sur un territoire, décloisonner beaucoup l'hôpital et la ville, et dire au fond, l'administratif doit être au service d'un projet de santé publique. Vous évoquez le Covid à l'instant, quelques questions courtes, réponses rapides. On sait qu'il y a quelques semaines, le port du masque a été levé dans les lieux clos. Oui. Il est encore obligatoire dans les transports, tout simplement. À quand ça lever ? Avant la fin du quinquennat ou si vous êtes réélu, à partir de quand ? Il faut être pragmatique comme on l'était à chaque fois. Protéger de manière proportionnelle et pragmatique. On l'a laissé dans les transports en commun parce que vous avez vu, ça continue à monter. Là, je pense qu'on est depuis quelques jours. Voilà, on a passé le pic, donc ça baisse. Si la baisse se confirme, il y a un moment donné, on va le lever. Est-ce que vous avez une date ? Les Suisses, par exemple, ont pris la décision, ils ont constaté qu'il y avait une baisse, ils ont dit, voilà, on l'enlève. Vous, concrètement, s'il y avait un horizon, vous avez donné un horizon pour le masque Je peux le regarder avec, honnêtement, comme j'ai fait à chaque fois, les modèles. D'abord, je veux qu'on ait une vraie consolidation. On parlait de l'hôpital. Ce serait quoi un taux d'incidence Je veux, que ça baisse vraiment dans la durée, et 2, qu'on sorte de la pression sur l'hôpital. Parce que l'hôpital, la pression, elle n'a pas flambé, c'est pour ça qu'on n'a pas remis le pass et autres. Mais faut juste... Est-ce qu'on peut imaginer être l'été prochain dans un train sans masque ? Oui, je pense que c'est raisonnable. Mais je le dis, c'est hyper important quand on parle de l'hôpital. Pourquoi il y a aussi cette fatigue ? Il y a la perte de sens, etc. Mais il ne faut pas oublier un truc. Ça fait 2 ans que nos professionnels de santé, eux, ils n'ont jamais arrêté. Parce que, nous, on a connu les pics, le stress. Oui. Mais quand les pics arrêtaient, en fait, eux, ils reprogrammaient les soins qui avaient été décalés. Et donc, ils ont travaillé d'arrache-pied. On a dû demander à des médecins, on a dû demander à des médecins, des infirmières, des soignants, de reprogrammer, parfois d'annuler leurs vacances, même quand il n'y avait plus de pic d'épidémie. Que nous, on était tous heureux en disant, il n'y a plus le pic. Eux, ils rebossaient pour reprogrammer. Il y a la question du pass vaccinal. Vous avez dit qu'il est suspendu, c'est un terme pas anodin. Est-ce que ça veut dire qu'il peut remonter ? Enfin, qu'il peut reprendre, être mis en place ? Non, mais ça veut dire que je suis très pragmatique. Là, je vais être très précis. La loi a donné la possibilité au gouvernement de l'utiliser jusqu'en juillet. Et donc, s'il y avait à nouveau une flambée d'épidémie... Taux d'incidence, c'est quoi ? Non, est-ce qu'il y a des chiffres ? Parce que c'est souvent des chiffres, taux d'incidence, lits... Vous avez raison, ce n'est pas que le taux d'incidence. Ouais. S'il y avait une remontée très forte qui s'accompagnait d'une montée dans l'hôpital et les soins critiques qui fait qu'à nouveau, on passait le seuil critique de plus de 2000 lits... Les chiffres ? Non, mais si dans les soins critiques, on repasse... à un niveau qui doit conduire à la déprogrammation. Pour moi, c'est ça le clé. Oui. Quand on passe en soins critiques à un niveau où on déprogramme, je vais être concret, il ne faut pas s'interdire de réutiliser le pass sanitaire et le pass vaccinal. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on peut l'utiliser, que ce n'est pas honnêtement une entrave disproportionnée. Mais quand on dit qu'on doit déprogrammer des soins, on dit juste que votre frère ou votre sœur, qui peut-être a un cancer, qui avait une opération qu'il attendait depuis des mois, on va lui dire on ne peut pas la faire là, on la fera dans 6 mois. Et on lui enlève des espérances. C'est ça la réalité. C'est ça ce qui s'est passé pendant la crise, il faut être honnête. On l'a fait pendant la crise. Pas sur des opérations vitales tout de même. Mais quand on déprogramme, on commence par les opérations de confort, mais ensuite, nous avons... mais les soignants l'ont dit, et à raison, je le dis pour que tout le monde s'en rende compte. Nous avons aussi été conduits dans les déprogrammations à prendre des choix qui ont été très durs. Ils l'ont été faits par des soignants. Mais donc, ça n'est pas anodin. Emmanuel Macron, donc, je propose... Simplement, je veux rassurer tout le monde. 1, l'autorisation parlementaire, elle est jusqu'en juillet. 2, il ne faut pas l'exclure, mais on ne regardera pas que le taux d'incidence, les hospitalisations et les soins critiques. C'est si on ne maîtrisait plus l'épidémie. 3, on est quand même en avril. Je regarde les choses, on sait qu'au printemps, ça va mieux. Vous voulez être élu pour 5 ans, c'est pour ça qu'on parle pour les 5 prochaines années. Non, mais dire, est-ce que l'automne prochain... Je ne pense pas
que nous ayons dans les prochaines semaines et les prochains mois à réutiliser un pass vaccinal. Voilà. Alors, plus l'horizon de l'automne. Je pense exactement. Alors vous avez totalement raison. Si à l'automne ou l'hiver prochain, on avait à nouveau une situation qui n'était pas maîtrisée, c'est un instrument dont on a vu qu'il était intelligent et proportionné. Emmanuel Macron, on va changer de thème avec la question suivante. Bonjour Monsieur Macron. L'égalité homme-femme devait être la grande cause de votre quinquennat. Aujourd'hui, le nombre de féminicides ne diminue pas, et cela malgré que les associations féministes aient trouvé et chiffré des solutions à hauteur de 1 milliard d'euros. Quelle réponse comptez-vous apporter aux féministes et au combat qu'elles portent ? Alors, le nombre de féminicides, effectivement, n'a pas diminué. C'était la grande cause du quinquennat. Vous avez annoncé que ça serait la grande cause d'un futur potentiel nouveau quinquennat. Qu'est-ce que vous répondez à ce jeune homme ? Un féminicide, c'est déjà trop. Donc je ne vais pas rentrer dans une polémique de chiffres, même si avant on ne les mesurait pas, et maintenant on les mesure chaque jour mieux. 2, j'en ai fait la grande cause il y a 5 ans, je l'ai fait avant MeToo, et je l'ai fait parce que justement, dès octobre 2016, à l'issue de la Grande Marche, en particulier les femmes qui avaient répondu à notre grande enquête disaient « je ne suis pas rassurée quand je prends les transports ». Il y a de l'insécurité, il y a de la violence. On en parlera juste après sur la grande cause, avec une étudiante qui... Donc la grande cause, c'est l'égalité salariale, c'est les violences intrafamiliales, c'est le harcèlement de rue, tout ça, où j'ai apporté des réponses très concrètes. Sur les violences intrafamiliales et donc les féminicides. Est-ce qu'on peut prendre très concrètement le chiffre 509 bracelets activés et une mesure prononcée 679 fois par les tribunaux, selon les chiffres du ministère de la Justice. C'est très faible par rapport au nombre de violences conjugales. C'est dénoncé pour les associations féministes comme étant pas à la hauteur justement de ce qui se passe. Il faut continuer et poursuivre. On a budgété plus de 1000 bracelets. Donc ça veut dire que tous les bracelets ne sont pas utilisés. Mais c'est quoi, c'est un problème de la justice du coup ? Non, mais c'est pas le président de la République qui peut intimer l'ordre à un magistrat. Il y a la loi qui peut aussi, une loi peut aussi être mise en place pour simplifier. Non, parce que la loi le permet et le fait, mais la loi, dans notre loi, c'est notre droit et c'est constitutionnel, la peine est individualisée. La loi ne peut pas dire à un juge quelle peine il doit donner. Donc, et d'ailleurs, il faut s'en satisfaire. Donc, il y a la sévérité des peines. Mais le sujet est immense, très important. Monsieur a parlé du milliard. Oui. On n'a jamais autant dépensé pour lutter contre l'inégalité femmes-hommes et en particulier les violences. 1 milliard, c'est aussi ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais mais c'est facile ces chiffres-là. Parce qu'on additionne des choux et des carottes. Et vous budgétez à combien les besoins ? Mais non, mais moi je budgète au maximum parce que c'est un... Mais c'est quoi Mais non, mais parce que en fait, c'est pas du budget du ministère de l'égalité femmes-hommes, c'est du ministère de la Justice et du ministère de la Police et de la Gendarmerie. Vous l'estimez à combien en tant que président ? Mais je leur dis oui, mais... Vous leur dites oui. Mais non, mais la réalité... Mais d'ailleurs, une fois qu'on a cette discussion dans le détail, elle le concède. Puisque dès qu'on dit, regardez avec la ministre, on a augmenté ses budgets de manière historique. Le ministère du budget n'a jamais été aussi... Le ministère de l'égalité femmes-hommes n'a jamais eu autant de budget. Et en parallèle, les féminicides restent stables ? Non, pardon, monsieur. Je ne suis pas d'accord. Avant, on ne les mesurait pas, on ne prononçait même pas le mot. Avant, on ne mesurait même pas. Et donc, sur le quinquennat de François Hollande, les chiffres sont à peu près stables. On est aux sur les violences intrafamiliales, à 160 personnes qui perdent la vie chaque année sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. C'est un chiffre stable du quinquennat Hollande et le vôtre. Je veux pouvoir vous répondre sur la question du budget. La réalité, c'est de l'argent qu'on met dans le budget de l'intérieur et de la justice sur ce sujet, pas simplement dans le budget de l'égalité femmes-hommes. Or, depuis le début de mon quinquennat, on a formé des dizaines de milliers de policiers et de gendarmes pour instruire les plaintes. Mais en parallèle, on a encore des personnes qui disent... Je vais tout de suite... Est-ce que je considère que le problème est réglé et que tout est satisfaisant ? La réponse est non. C'est ça la question, et comment on fait ? Non, mais la réponse est non. Je veux simplement dire qu'est-ce qu'on a changé, quels résultats on a et qu'est-ce que je veux intensifier. On a un numéro d'appel d'urgence qu'on a mis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avant, il était à des horaires très limités. Et ce qui permet aussi, outre-mer, parce qu'on a très peu parlé d'outre-mer jusqu'alors, mais nos compatriotes d'outre-mer où il y a un énorme problème de violence intrafamiliale, peuvent maintenant appeler cette plateforme 24 sur 24, le 3919. Ouais. Deuxième chose, on a mis en place des points d'alerte, parce que les femmes n'osaient pas souvent le dire, elles n'allaient pas au commissariat. Et donc on a mis dans les supermarchés, dans les pharmacies, on a trouvé des partenaires pour pouvoir dénoncer ces violences. Troisième plan, on a mis un plan historique. S'il vous plaît, oui, mais c'est hyper important. Parce qu'on a encore mis un plan pour aider les associations, et donc on a développé leur budget, elles le savent très bien, à leur côté, pour aider ces femmes. Quatrième point, on a formé les policiers et les gendarmes, qui très souvent, quand on allait au commissariat, disaient oui, d'accord, main courante, etc. Là, pour dire non, vous devez prendre la plainte, on les a formés pour accueillir, pour recevoir la plainte, pour instruire et accélérer. Tous les sortants d'écoles de police et de gendarmerie aujourd'hui sont formés sur le sujet des violences intrafamiliales et des violences et des féminicides. 4, on a changé la loi pour justement mettre en place des téléphones grave danger
et les donner aux femmes qui sont menacées et avec la possibilité de... Et les bracelets, ils ne sont aujourd'hui pas utilisés jusqu'à ce qu'on... Malheureusement, en totalité. C'est pas assez pour vous. Bien sûr, je suis pour qu'on les utilise tous. Parce que si le problème était réglé, mais vous, les chiffres que vous dites nous le montrent bien et je les connais, donc il faut les utiliser au maximum. Donc ça, c'est une culture qu'il faut changer pour que nos magistrats utilisent au maximum le bracelet. 4, après, il y a beaucoup de procureurs et de juges qui ont aussi une politique qui est très bonne, qui est l'éloignement rapide du conjoint violent. Parce qu'il ne faut pas se tromper non plus. Très souvent... Ça ne marche pas toujours. Non, ça ne marche pas toujours, mais c'est hyper important. Et c'est pour ça que le bracelet est important. Parce que le bracelet permet de dire... Interdiction de paraître. Ça, vous parlez de violence, ensuite, mais il y a aussi la question du harcèlement de rue. Alors oui, attendez, voilà. je finis juste parce que ce qui est très important, c'est là où les associations ont raison, il faut aller plus loin, c'est aussi les foyers, les logements, l'accompagnement des femmes quand on doit les honorer. Parce que malheureusement, pour moi, la solution la plus juste, c'est alerte le plus rapide possible. Il y a une jeune femme qui a 18 ans. Attendez, je finis juste parce qu'on va parler de harcèlement. Plaît. Et c'est de dire, celui qui doit partir, c'est celui qui est violent. Et donc c'est là où le bracelet est utile, le juge très vite. Après, comme vous l'avez dit, malheureusement ça ne va parfois pas assez vite, on ne peut pas le faire, on doit pouvoir très vite protéger la femme qui est frappée, parfois la femme et ses enfants. Et c'est là où, avec les associations, on doit aller plus loin et on doit créer plus de places de logement, pensions de famille, d'accompagnement. Il y a aussi la question du harcèlement de rue. Pardon, non, mais donc le combat doit continuer, il n'est pas terminé. J'aime pas les chiffres magiques, mais il faut encore mettre de l'argent dans la justice, dans la police et dans l'hébergement d'urgence pour continuer ce travail, pour les réduire. On a entendu que vous étiez favorable à 1 milliard. La question suivante... Et vous avez compris que je le mettais dans plusieurs budgets. Exactement. On a compris. On va juste écouter la question suivante d'une jeune étudiante tout de suite. Bonsoir Monsieur Macron, je suis étudiante, j'ai 18 ans et parfois il m'arrive de rentrer des cours assez tard, donc vers 20h, 21h, et il m'arrive aussi, assez souvent d'ailleurs, d'être suivie dans la rue, d'être harcelée, d'être embêtée par que ce soit des garçons de mon âge ou des hommes d'un certain âge. Et je voudrais savoir, vous, Monsieur Macron, donc réélu pour un second mandat consécutif, quelles mesures concrètes pourriez-vous adopter pour répondre à ça? Voilà. Vous avez mis en place la loi en 2018 par rapport au harcèlement de rue. Le résultat, c'est 2% des victimes d'injures sexistes qui portent plainte, alors que 8 femmes sur 10 se disent victimes. Vous dites très bien la chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autocensure. Ça ne marche pas alors? Non mais attendez, on ne peut pas porter plainte à la place des gens. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le système, en tout cas, si une femme sur 10 disent ça et qu'il n'y en a que 2% qui portent plainte, c'est qu'il y a un système en tout cas, qui n'est pas assez pratique. Le commentaire de mademoiselle le montre très bien. Manifestement, elle n'est pas au courant. Qu'est-ce qu'on fait alors? Donc, premier point, je veux répondre. Le problème que je ne sais plus le prénom de mademoiselle qui était avec nous, mais bon, je vais dire mademoiselle. Oui. Le problème est un problème immense. Je pense qu'on a été parmi, avec En Marche, les premiers à vraiment révéler, l'objectiver dans le champ politique. À l'époque, le champ médiatique nous disait, d'accord, si c'est son programme, on peut repasser. C'est un vrai sujet. Donc, pour la première fois dans notre loi, on a en effet permis de mettre une amende quand il y avait du harcèlement de rue. Et cette jeune femme, elle rentre chez elle, eh ben non, c'est qu'elle ne le sait pas. Donc, je veux le dire à toutes les jeunes filles qui nous écoutent, il y a en effet maintenant une amende. Donc, quand vous avez du harcèlement de rue, allez au commissariat, allez à la police, prenez tout de suite appel à témoins. Est-ce que la police a vraiment les moyens aujourd'hui? Moi, ça m'est déjà arrivé de discuter avec des policiers dans des commissariats qui me disent, voilà, on a un tas de feuilles qui est là, on n'a pas le temps de les traiter parce qu'on n'a pas les moyens, parce que enquêter, justement, il faut... Alors ça, pour le coup, c'est des amendes, c'est pas des longues enquêtes. Et je vais venir après sur les moyens et la police, parce que c'est un sujet qui est plus large, mais qui est hyper important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 2 trucs très concrets par rapport à cet énorme fléau. Enfin, 3 choses. 1, le faire savoir, le faire savoir, le faire savoir. Cette amende existe, ne l'acceptez pas, ça n'est pas autorisé, c'est même puni, donc dénoncez-le, portez plainte. Deuxième chose, si je suis réélu, je veux tripler cette amende. Parce que ce qui ne va pas, qu'est-ce qui désincite? Elles disent, c'est pas assez. Donc on va tripler. Troisième sujet, on va mettre plus de patrouilles, parce qu'on a investi, on a créé 10 000 postes de policiers et de gendarmes. Et je veux aussi qu'on les cible, on va mettre des brigades de gendarmerie, 200, je vais en créer dans la ruralité. Spécialisées. Mais on va mettre des patrouilles sur les transports urbains dans les heures de pointe. Parce qu'on voit bien qu'une des faiblesses qu'on a, il y a plusieurs régions d'ailleurs qui ont décidé de coopérer avec nous sur ce sujet, mais ce n'est pas la compétence des régions normalement, c'est la compétence de l'État. Et donc on doit mettre des patrouilles spécialisées qui vont aller, pas que sur ça d'ailleurs, mais le harcèlement des jeunes filles, il est très souvent aux heures de pointe dans les transports. C'est à ce même moment-là qu'on a d'abord, parfois au-delà du harcèlement, des agressions sexuelles, littéralement. C'est là qu'on a du stup et des trafics, et donc c'est un point très important. Donc ça, c'est les 3 réponses que je veux faire. Information, triplement,
et des forces de police spécialisées pour ces zones. Après, les policiers, comment ils peuvent aller beaucoup plus vite? C'est pour ça que je veux les équiper en caméra. Quand on peut en flagrant délit filmer parce qu'on est équipé, ça va beaucoup plus vite. 2, on équipe tous les policiers avec des caméras? C'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de le déployer. Et ça, c'est une révolution. Et honnêtement, on s'inspire des copains, on est très en retard là-dessus. Mais c'est une énorme chose pour lutter contre les problèmes de déontologie, les problèmes de non-respect, et vous simplifiez les procédures. Deuxième sujet, la numérisation des procédures. Les feuilles comme ça, pourquoi c'est dissuasif aujourd'hui? Parce que les procédures sont archaïques, nos policiers perdent un temps fou en gestes administratifs. On fait deux choses, on numérise et on développe un corps auprès des policiers qui gère ces tâches administratives. D'une certaine manière, vous demandez aux femmes d'aller porter plainte? Et je veux plus de policiers présents à leur côté dans les moments qui sont les plus identifiés. C'est l'éducation. Mais c'est pas facile pour ces femmes qui doivent aller faire une démarche après avoir été harcelées. Je veux que qu'elles soient bien entendues. Et oui, mais alors, d'accord, de change de camp, mais justement, allons de l'autre côté, dans le camp des garçons. Exactement. Est-ce qu'on ne doit pas uniquement... Vous êtes sur un volet très répressif, parce qu'évidemment, il y a une urgence. Il y a le volet éducatif. Et le volet éducatif, est-ce que vous travaillez là-dessus? Parce que quand on a des garçons, des adolescents, c'est aussi le travail de l'école, des parents, de travailler pour éviter que nos enfants deviennent des harceleurs de rue. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez totalement raison. D'abord, c'est le travail de la famille. Donc c'est un travail culturel. Et je pense qu'on a tous un travail dans nos familles, et pas à travers aussi les échanges qu'on a là, d'expliquer que les parents ont ce rôle qui n'est pas simplement d'instruire, mais en effet d'apprendre les règles et face à des comportements qui peuvent conduire à du harcèlement, n'avoir aucune tolérance. Je pense que c'est la tolérance zéro, il faut l'expliquer. Et quand on le voit déjà en famille, ou quand on le détecte, quand on est entre jeunes, etc., il faut tout de suite expliquer avant de réprimer. Donc vous avez totalement raison. C'est le travail de la famille. 2, c'est à l'école. Et cette école de la confiance et de la bienveillance à laquelle je suis attaché, qu'on veut faire, c'est aussi pour ça que je veux y mettre plus de moyens, c'est évidemment une école qui apprend les savoirs fondamentaux, mais qui apprend le savoir-être et qui apprend à vivre ensemble. Et donc c'est une école dans laquelle, dès le plus jeune âge, on doit expliquer aux jeunes garçons et aux jeunes filles le respect de l'autre, des différences, et le respect consiste à et ne dès le pas plus jeune âge, justement, harceler. Tom a une question sur ce sujet, on va l'écouter tout de suite ensemble. Êtes-vous favorable à l'idée que les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre soient traitées au sein de l'école de la République? Et si oui, à quel âge? Je ne suis pas favorable à ce que ce soit traité dans l'école primaire. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Je suis sceptique sur le collège, mais ma position n'est pas arrêtée. Je suis favorable, mais on n'a pas conçu, il faut former les enseignants pour le faire, et c'est un vrai travail, pour le faire au lycée. C'est pas très très loin de la ligne d'Éric Zemmour. Je crois qu'il est contre tout, lui, entre nous. Il n'est pas pour du tout qu'on en parle à l'école. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle pour les petits? Parce que ce n'est pas à ce moment-là, précisément, que les préjugés peuvent se mettre en place. Une chose est les préjugés, une chose est de savoir si l'école de la République doit vous orienter là-dessus et au fond, mettre ce sujet. On ne parle pas de... Enfin, en tout cas, dans mon souvenir, peut-être que je me trompe, mais en CE2, CM1, on ne fait pas des cours d'éducation sexuelle. Donc, je pense que c'est en collège qu'on commence, et c'est plutôt la deuxième partie du collège. Et je pense qu'il faut d'abord faire ces cours-là, et après les questions de genre et d'orientation, qui sont des vrais sujets sensibles, là où il faut avoir une parole là aussi de respect, de bienveillance, de tolérance, parce qu'il y a une immense souffrance aujourd'hui chez nos ados. Nos jeunes et les jeunes adultes, et parfois des adultes. Donc moi, je suis pour... c'est pour ça que je suis un peu blessé que vous me compariez à Éric Zemmour, qui a des paroles odieuses sur ces sujets. Moi, je suis fier que dans ce mandat, on soit plutôt battu contre celles et ceux qui justement, expliquaient à des personnes qui sont homosexuelles qu'il fallait faire des thérapies de conversion. Nous, on l'a interdit dans la loi. Bon. Donc moi, je me bats pour ça, je suis progressiste. Mais je pense que pour les enfants et les ados, il faut être très prudent. Je ne suis pas sûr que ce soit à l'école et au collège, le travail des enseignants, de rentrer sur ces sujets, qui sont aussi des sujets très délicats de formation de l'identité, qui sont des sujets... L'identité, c'est aussi l'intégration et l'assimilation. Et c'est la question de Tom, justement, qu'on va peut-être écouter. Attendez, mais je finis là-dessus parce que c'est... Donc, je veux simplement dire que, c'est très important qu'on en parle là, que ce soit dans le débat public de cette campagne. Moi, pour l'instant, je n'ai jamais été interrogé là-dessus, donc merci de pouvoir en parler. 2, je pense que c'est très important qu'on ait de la bienveillance, du respect et qu'on accompagne tous nos ados qui, justement, se posent cette question. Et ont un mal-être et sont dans des cadres
où ils ont le sentiment de ne pas être reconnus. Je le dis parce qu'on parlait du harcèlement qui conduit à la souffrance, mais sur ces sujets, beaucoup de nos ados aussi ont une souffrance personnelle parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être écoutés, accompagnés. Et donc c'est là aussi où je pense que l'accompagnement, qui n'est pas forcément celui du prof, mais auquel on doit se faire où, réfléchir, non, mais où l'école doit être vigilante, mais en parler aux parents, et ça peut se faire dans le périscolaire, mais on doit être à l'écoute, et ça aussi c'est le rôle de l'éducateur. Mais je ne suis pas sûr que ce soit à l'école primaire, j'en suis sûr, dès le collège, moi je vous le dis, c'est plutôt mon sentiment, je suis sceptique. Mais qu'au lycée, qu'on fasse ce travail et qu'on puisse s'intégrer avec le périscolaire, la médecine scolaire, et les enseignants, et qu'on puisse penser ce qui n'existe pas aujourd'hui, j'y suis favorable. Je n'ai pas de réponse toute faite. Mais je pense qu'il faut qu'on avance sur ce sujet, parce que je vois de plus en plus de jeunes qui se posent la question, et je vois que c'est un sujet où il y a un problème ce que je dirais, de reconnaissance. On va écouter la question suivante de Tom. Assimilation, intégration, c'est la sienne. Comment définiriez-vous assimilation et intégration, et quel modèle préconisez-vous pour la France? Un modèle d'assimilation ou un modèle d'intégration? Je vous remercie. Alors, intégration, assimilation. L'assimilation, c'est dans notre code civil. La loi française, historiquement, parle d'assimilation, qui est de dire, vous arrivez d'un autre pays, vous voulez devenir français, et donc vous êtes assimilé. Vos ancêtres deviennent les Gaulois. Complètement digérés. Bon. Moi, je préfère le concept d'intégration, c'est-à-dire que je ne suis pas multiculturaliste, je le dis tout de suite, je ne suis pas pour qu'on agrège les choses, je suis pour un concept d'intégration qui consiste à dire, quand on rentre dans la France en République, on épouse sa langue, sa culture, son histoire, ses valeurs. On les épouse totalement, on prend l'engagement de les respecter, on prend l'engagement de mourir pour le drapeau et d'aimer furieusement, follement ce pays, mais on arrive avec son histoire. Et je pense que notre République et notre pays doivent respecter cette histoire et doivent considérer que c'est aussi une richesse. Et l'intégration, c'est ça. Et c'est de dire, celui ou celle qui arrive doit faire un effort, et c'est lui le premier à faire un effort, parce qu'il arrive, et qu'il veut rentrer dans un commun. Et donc c'est d'apprendre une langue, d'apprendre une histoire, d'apprendre des règles, et de les épouser, et d'être exemplaire dans leur respect, et qu'il y a une exigence, mais que dans le même temps, il y a un devoir d'intégration, c'est-à-dire quand vous avez fait tout ce travail, vous êtes le même, citoyenne, citoyen, et je me fiche de savoir d'où vous venez. Et ce que vous êtes m'importe aussi, et ça n'est pas la même chose. Citoyenne, citoyen, nous ne sommes pour autant pas totalement les mêmes, et votre culture, vos racines, les langues que vous avez à côté sont un apport à la République. C'est ça l'intégration, c'est ce à quoi je crois. Ce matin, Marine Le Pen considère que le voile est, je la cite, un uniforme islamiste, et elle veut l'interdire dans l'espace public. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est... Enfin, elle nous redit qui elle est vraiment. Les gens avaient oublié parce qu'ils pensaient que c'était une femme qui répondait, qui avait un programme socialiste pour le pouvoir d'achat. Bon, d'abord, elle a un programme totalement démagogique sur le pouvoir d'achat parce qu'elle n'en finance pas un rotin. Donc, elle propose de raser gratis avec vos impôts, puisqu'en fait, toutes les taxes qu'elle baisse, c'est vos impôts qui les paieront. Elle propose des choses, les unes inconstitutionnelles, les autres non européennes. En fait, elle veut sortir de l'Europe, donc ça, c'est ses fondamentaux. Mais du coup, on avait oublié ce qu'elle était vraiment. Elle est pour diviser le pays et sortir des millions de femmes et d'hommes en disant « vous n'avez rien à faire chez moi ». C'est pas ça la France, pardon, mais la France, notre nation et notre République, ça n'est pas ça. La République, c'est liberté, égalité, fraternité et aussi laïcité. Et la laïcité, c'est un principe de liberté et d'exigence. Je veux ici le redire très clairement. Moi, j'ai toujours défendu de manière, si je puis dire, stricte. Je crois que je défends la laïcité de 1905, celle de Briand. C'est un principe de neutralité des services publics. Quand vous servez l'État dans un service public, là, il n'y a aucun signe religieux. Parce que l'État est neutre. Et au fond, c'est de dire, comme je disais tout à l'heure, citoyenne, citoyen, l'État n'a rien à voir avec la religion, mais il ne la combat pas. Et donc, vous pouvez avoir une religion, elle ne m'importe pas. Ce que je vous demande, c'est de respecter les lois de la République, totalement. Dans les lois de la République, il n'y a pas d'interdiction du voile. Parce qu'il n'y a pas d'interdiction d'une religion et de ses signes. Dans les lois de la République, je vous demande de ne pas porter le voile, ou la croix, ou la kippa à l'école primaire de la République. Parce que ce sont des consciences, à l'école, au collège, au lycée. Parce que ce sont des consciences que je forme. Mais dans l'espace public n'est pas un lieu où la religion est interdite, puisque ce sont des citoyens libres.
Et donc, dans l'espace public, je n'ai pas à interdire le voile. Parce que si Mme Le Pen interdit le voile, de par notre Constitution, elle va devoir interdire la kippa, elle va devoir interdire la croix, elle va devoir interdire les autres signes religieux. Et moi, je distingue, donc ça, c'est ça, je le dis pour tous nos compatriotes qui nous écoutent et dont la religion est peut-être l'islam. Ce que défend Mme Le Pen, ça n'est pas notre histoire, ça n'est pas la République, ça n'est même pas notre Constitution. Et donc, interdire tout signe religieux dans l'espace public, ça n'est pas la laïcité. Il y a une loi qui a été faite en 2004 qui interdit le voile intégral pour des raisons bien précises qui sont conformes à notre Constitution. Vous l'auriez voté, cette loi ? Je l'aurais voté, parce que je considère que là, c'est un principe c'est une provocation, une séparation complète. C'est pas le voile. Beaucoup de femmes, beaucoup de mamans ont le voile. Elles l'ont choisi. Moi, je pense que une femme accompagnée des sorties scolaires. Oui, moi j'ai toujours dit, parce que sinon, qu'est-ce qu'elles font? Je suis pragmatique, elles sortent leur enfant de l'école publique, elles ne accompagnent plus de sortie scolaire. Mais moi, je pense que je voudrais que ces femmes décident à un moment de tomber le voile. Vous savez, il y a je ne citerai pas qui, mais dans une ville où je suis très attaché, à Clichy-sous-Bois, qui a un maire qui est formidable, et voilà, c'est une ville où, comme mon épouse comme moi, on est très attachés. Il y a des jeunes femmes qui arrivaient dans des cours post-bac avec le voile. Personne ne leur a dit, vous n'avez pas le droit de venir parce que vous avez le voile. Et au bout de quelques mois, elles l'ont tombé d'elles-mêmes. Je ne suis pas contre le voile. Mais quand elles font ce choix, c'est ça la République. Peut-être qu'elles le remettent si elles le choisissent. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'une ouverture de conscience. Et au fond, c'est toujours pareil, comme je disais tout à l'heure, quand on stigmatise les gens, ils le revendiquent. Dites à quelqu'un, je suis contre le voile parce que c'est pas bien, c'est pas la République. Même si une femme n'est pas forcément religieuse, elle va le mettre en disant, tu m'as cherché. Mais quand vous ouvrez que la République est bienveillante, qu'elle permet de mettre autour de la table ces jeunes femmes, ces femmes qui étaient là, elles ont été à ces cours, elles ont vu d'autres femmes, d'autres garçons, et à un moment, elles ont fait le choix, elles se sont dit, ma liberté, c'est de le tomber. Peut-être qu'elles choisissent. Ça, c'est la liberté, c'est la République. Et donc, c'est très grave d'avoir ce débat, parce que c'est un débat qui nous fait bégayer, qui nous ralentit. Ce qu'il faut combattre, c'est ceux qui détournent la religion. Ce que j'ai fait dans mon discours des Mureaux, puis dans la loi pour les principes républicains, c'est de combattre ceux qui, au nom d'une religion, disent il faut pas respecter les lois de la République. Quand des gens disent on sort les fillettes de l'école publique, on les met en voile intégral et on leur interdit la musique, on leur fait faire des dessins où il n'y a plus de visage, ça, c'est non. Il faut les combattre jusqu'au bout. Quand il y a, au nom de la religion, des hommes qui disent l'égalité femmes-hommes, non, non, pas chez moi, et qui empêchent les femmes d'accéder à tel ou tel commerce, ça, c'est non. Au titre de la laïcité de la République, parce que les lois de la République dans la vie de la cité prévalent sur les lois de la religion. Mais votre religion ne m'importe pas. Question très rapide. Est-ce que ça vous a fait mal de voir les parents de Samuel Paty porter plainte contre les manquements, notamment de l'éducation nationale, sans vous cibler vous personnellement, au contraire même, ils considèrent que vous avez été très présent? Non, mais d'abord, moi je pense qu'il faut mesurer ce qu'est la douleur de ses parents. Ce sont des enseignants, enfin je veux dire, monsieur et madame Paty, c'est vraiment la famille républicaine comme vous la voyez. Moi j'ai été les visiter chez eux à Moulins. Je veux dire, c'est une femme et un homme qui ont passé leur vie à éduquer. Est-ce que l'État a failli Est-ce que l'État a failli justement dans la protection? Il y a un procès qui est en cours. Donc bon, je pense que l'utilisation que certains ont voulu en faire dans la période est abjecte. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Les faits, vous les connaissez comme moi, mais je veux dire par là que ce que nous avons vécu, ce qu'ils ont vécu, est inhumain. Perdre un enfant, c'est inhumain. Mais l'atrocité de cette scène, ce qu'ils ont vécu au cœur de l'école, vous imaginez la violence symbolique que nous on a vécue, eux l'ont vécue dans leur chair, et ils l'ont vécue dans leur chair parce qu'ils ont donné leur vie à l'enseignement à des enfants. Et ils ont transmis ça à leurs fils. Et donc moi, je veux dire, on leur doit tout. Et donc, ils veulent la vérité, comme tous les parents. Et donc, il y a une enquête qui est ouverte. Cette enquête, elle va regarder le sujet. Et donc, la plainte qu'ils ont posée, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas utile, mais elle est déjà traitée par l'enquête qui est ouverte. Puisque l'enquête qui est ouverte, elle est symbolique. Non, mais elle est importante. D'abord, si elle est importante pour eux, je pense que c'est bien.
la maman du fils de Samuel Paty n'a pas décidé de se joindre à cette procédure. Et évidemment, les sujets doivent faire partie de cette enquête. Donc si ce n'était pas clair pour les parents qu'il fallait regarder tout cela et qu'on regarde s'il avait bien été protégé, si l'éducation nationale l'avait bien protégé, si la police avait tout de suite réagi, évidemment, tout ça sera regardé. Et donc voilà, donc moi je veux rassurer tout le monde, il faut que tout ça soit regardé, que toutes les responsabilités soient édifiées. Mais enfin, soyons clairs, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, et je le dis parce qu'on est pas sur les réseaux sociaux, il y a eu à ce moment-là le complot de la bêtise, de l'islamisme, de la complaisance chez certains, de la grande violence, qui s'est emballée dans les réseaux sociaux. Une jeune fille qui manifestement ne dit pas la vérité ou la travestit, un père de famille qui est lié à des réseaux, qui se met à l'alimenter sur les réseaux sociaux, la chose qui est utilisée pour le pire. Et la mécanique terrible. Et la mécanique terrible avec la mort d'un collègue. Exactement. Voilà. Donc c'est ça ce qui s'est passé. Et donc voilà. Mon point, c'est il faut que la vérité soit faite. Il faut surtout qu'on prévienne cela et qu'on soit d'une vigilance. C'est pour ça que moi, ce à quoi j'ai appelé. On comprend la douleur des parents. C'est la société de vigilance. Et après, leur douleur est incommensurable. Donc. Oui. Quelques questions d'international, si vous le permettez. Drame terrible aujourd'hui en Ukraine. La gare de Kramatorsk, pardonnez-moi pour l'hésitation, a été prise pour cible par l'armée russe. On parle de dizaines de civils tués, des civils qui tentaient de fuir, de s'exiler, de fuir le Donbass. Est-ce que vous dites aujourd'hui désormais, comme Joe Biden, que Vladimir Poutine est un boucher, que Vladimir Poutine est un criminel de guerre? Votre réaction tout d'abord sur ce qui s'est passé ce matin? Non, mais comme vous, je pense qu'on a tous été bouleversés, choqués, indignés par les images qu'on a vues à Boutcha il y a quelques jours, à Kramatorsk aujourd'hui. Et on le voit, on l'a vu aussi à Mariupol, à Kharkiv et dans d'autres, malheureusement dans d'autres villes, et on le découvrira dans les jours à venir, c'est sûr. Ce qui s'est passé ce matin, c'est un crime contre l'humanité? Sur tous ces sujets en général, parce que je parle aussi en tant que président de la République, je serai crime contre l'humanité parce que ce sont les mots de Jean-Yves Le Drian ce soir. Je sais, mais moi je serai prudent, il faut les qualifier. Et donc ce n'est pas le politique qui les qualifie, c'est un juge. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il n'y ait pas d'impunité pour personne et pour aucun système. La guerre que la Russie a décidé de lancer contre l'Ukraine, le peuple ukrainien en Ukraine, a changé de nature ces derniers jours. Puisqu'on voit bien qu'ils ont manifestement décidé de mener des opérations contre des civils de manière méthodique, avec des scènes de viol qui sont en train d'être documentées, avec des atrocités qu'ils ont ciblées des civils. Et donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? 1. Lancer des procédures diplomatiques pour isoler la Russie, ce que nous avons fait en réussissant à les sortir du Conseil des droits de l'homme, à continuer le travail aux Nations Unies. 2. Qualifier. Et donc c'est pour ça que ce que je dis, c'est qu'il faut que ça soit qualifié par des juges. Donc Joe Biden, il va trop vite. Non, Le Drian, il se trompe. Même vous trompez. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Donc il faut aider la justice ukrainienne à le qualifier. Parce que c'est ça qui permet derrière d'assigner. Il y a vous, qui parlez en tant que chef d'État, qui essaie d'influer sur ce qui se passe. Exactement. Ce serait quoi vos termes ce soir sur ce qu'on a pu voir ce matin? Que ce sont des crimes intolérables à l'égard de civils et qui doivent conduire à ce que la justice passe. Pardonnez-moi, mais si ce sont des crimes intolérables à l'égard de civils, ça s'appelle des crimes de guerre. Ce qui est déjà différent. Donc criminel de guerre. Je pense que ça, c'est indéniable. Et donc maintenant, je veux qu'on rassemble les preuves. C'est pour ça, de m'être très précise, je pense que mon rôle, c'est d'être utile. Et donc, nous avons envoyé des gendarmes et des magistrats en coopération pour aider, et je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'ils sont d'un sordide complet, mais à récolter les preuves de la culpabilité de soldats russes et l'identité de ces soldats russes. Nous avons déjà, nous et les services français avec d'autres, réussi à démanteler le mensonge d'État russe qui consistait à dire que ça n'était pas la Russie. Mais votre crainte pour les prochaines semaines, nous avons, par les images satellites, pu démontrer que c'était l'armée russe quand elle était présente. Donc je pense que, honnêtement, même en prenant le maximum de précautions que je me dois de prendre, je peux dire que ce sont des crimes de guerre des Russes. Oui. Et donc je veux aider les Ukrainiens à constituer ces preuves et à juger. Et nous devons aider, si la justice ukrainienne est empêchée pour partie, à aller devant la Cour pénale internationale pour qu'il y ait des jugements. Pourquoi je dis ça? Parce que les mots ne suffisent plus. Je veux les criminels, leur nom, la responsabilité des systèmes et pas d'impunité.
Et alors, il y en a un avec qui vous êtes peut-être régulièrement au téléphone régulièrement, il s'appelle Vladimir Poutine. Est-ce que c'est encore un interlocuteur fiable quand on voit ces images? Attendez, la fiabilité de Vladimir Poutine, je l'ai mise en cause depuis le mois de février. Je lui ai d'ailleurs dit. Mais donc à quoi sert de l'appeler régulièrement, d'échanger avec lui? Vous êtes l'un des rares. Je pense que c'est mon devoir de le faire. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je l'ai fait pour essayer d'éviter la guerre. Ensuite, je l'ai fait pour être un des acteurs des négociations. À chaque fois que je le fais, je le demande au président Zelensky. À chaque fois, le président ukrainien m'a dit « Parler à Poutine est important pour moi, fais-le ». Parce que moi, je ne peux pas lui parler en direct. Donc, je le fais en coordination et à la demande du président ukrainien. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que malgré toutes ces atrocités, honnêtement, à titre humain, ça me pèse de lui parler. Ça n'est pas agréable. Mais qu'est-ce qu'on fait? On doit préparer le moment du cessez-le-feu et les termes qui nous permettront d'avoir un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est imminent? Non, je ne pense pas. Et je pense aussi que le jour d'après est rendu d'autant plus complexe et même quasi impossible compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre sur le terrain. Ça veut dire quoi, le jour d'après est impossible? Mais ça veut dire que comment revivre ensemble? Comment avoir un cessez-le-feu qui permet ensuite la fin de tout ça quand on a ces crimes de guerre qui sont en train de documenter? C'est quoi la perspective? Mais vous voyez, je ne la connais pas encore, mais elle est, chaque jour qui passe, c'est aussi pour ça que je me suis battu ces dernières semaines, quand vous m'avez dit vous n'êtes pas assez sur le terrain. J'ai passé des dizaines d'heures avec Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, mes collègues européens, à essayer, même quand la guerre était déclenchée, qu'on n'arrive pas à ce moment-là. Parce qu'ils rendent le sujet encore plus compliqué. Quand vous avez des crimes de guerre, comment pour un chef d'État comme le président Zelensky conclure une paix si facilement? Comment accepter qu'il n'y ait pas de procès? Il ne va jamais l'accepter, à juste titre. Donc vous voyez la difficulté qu'il y a pour bâtir le jour d'après. Elle est là, c'est la responsabilité de la Russie. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la France, dans ce contexte, doit absolument réussir à construire ce qui est une architecture de la paix. Le cessez-le-feu, les garanties, il y aura des garants pour la sécurité de l'Ukraine. Nous avons vocation à en faire partie, c'est aussi pour ça que nous sommes sollicités, et on le fait en lien avec les Allemands et avec d'autres. L'architecture de la paix, est-ce qu'elle n'est pas compliquée? Je vais prendre un autre exemple, on va s'éloigner de l'Ukraine, on va partir en Arabie Saoudite. La France est devenue le premier client de l'Arabie Saoudite, des mêmes armes qui peuvent se retourner contre la population yéménite. Alors, fournisseur d'armes. Je serais heureux. D'abord, on fait très attention sur les armes qu'on livre à l'Arabie Saoudite. Je suis surpris du classement que vous me donnez, en toute sincérité, je ne pense pas. 703 millions d'euros. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres clients, en particulier de la région. Non, je ne pense pas qu'on soit le premier. Je ne veux pas dire troisième au monde. Je ne veux pas dire de bêtises. Nous, on a, sur les armes qu'on donne, on vend. On vend, vous avez totalement raison, vous avez raison de le rappeler. Est-ce que justement, quand on donne des armes aux Ukrainiens, on les vend aux autres. Quelque part, Emmanuel Macron, quand on veut prôner la paix dans le monde, oui. Quand on est président d'une puissance comme la France, oui. Est-ce que c'est normal de vendre des armes dans le monde entier, dont certaines qui peuvent se retourner dans des conflits? C'est-à-dire, il faut y compris les armes des Russes aujourd'hui contre les Ukrainiens qu'on défend. Il y a des armements, alors pas des armements militaires, mais pas chez nous sur les armes létales en Russie. Pas d'armes létales. Pas l'arme létale, mais des armements qui permettent notamment de détruire des chars ukrainiens. Oui, mais quand vous regardez les chiffres de la France, depuis 2014, la France n'avait quasiment plus de flux. On a respecté complètement les chiffres de 2014. Sur l'Arabie Saoudite et les autres pays, là-dessus, je serai clair. 1, on respecte toujours les embargos. 2, quand on a des partenaires, et la France est une puissance d'équilibre, on parle à tout le monde, qu'on leur livre des armes. La source était un rapport annuel du Parlement sur les exportations d'armement. Oui, sur les chiffres, mais je ne pense pas qu'on soit les premiers. Finissez. Non, je ne crois pas qu'on soit les premiers, mais je veux pas je suis étonné. Donc quand on vend, on s'assure. Donc quand on vend, on a toujours des règles. Et donc par exemple l'Arabie Saoudite, le contrôle de la délégation parlementaire d'ailleurs, je crois, l'a montré, et ça passe. Il y a une commission sous la responsabilité du Premier ministre qui met des règles et des critères. Ces armements sont toujours conditionnés, et quand il y a des conflits ou qu'on met des limites, on s'assure qu'ils soient respectés. Et d'ailleurs, pour l'Arabie Saoudite, comment on a cessé de livrer certains équipements, à partir du moment où il y a les guerres. Mais bon, et donc les chiffres... Trop tard, peut-être. Non, ces armes, elles restent, Non, parce que c'est beaucoup des contrats de munitions. Après, on a livré d'autres parce qu'on n'a pas arrêté toute coopération de défense. Mais on a arrêté les coopérations qu'on considérait comme impossibles, compte tenu de la condamnation qu'on avait sur le conflit yéménite. Après, je vais être très clair dans la géopolitique. Si vous dites à l'Arabie Saoudite, il n'y a plus aucune relation militaire et de défense avec vous, mais vous vous coupez de toute la région. Et à ce moment-là, vous laissez la place à d'autres. C'est pas simplement, moi, c'est pas le sujet. Je ne vends pas d'armes, l'État français ne gagne pas tellement d'argent avec ces sujets-là. Mais c'est... Non, mais je fais un peu... Je vous laisse terminer, on va devoir avancer politique, mais je vous explique. À ce moment-là, vous donnez la place à d'autres et vous laissez une recomposition géopolitique se faire. Et donc, moi, j'assume en effet totalement d'être un partenaire avec ces pays,
il y a des règles. Ils savent que quand on condamne un conflit, on stoppe les choses, on le fait de manière claire, on leur interdit, on met aussi des conditions dans la livraison des matériels. Mais ensuite, je veux être un partenaire de ces pays parce que je ne veux pas qu'ils tombent dans les bras de la Chine. Et je ne veux pas qu'ils tombent dans les bras de la Russie, qui était aussi un grand partenaire. On voyait ces pays convoler avec la Russie et quelques autres ces dernières années. Et je pense que c'est important que la France soit présente dans cette région sur le plan diplomatique et militaire. Pour conclure, Emmanuel Macron, quelques questions, réponses rapides, s'il vous plaît, parce que le temps passe très vite. Le vote à 16 ans, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Je suis pour, à titre personnel, mais... Est-ce que vous allez mettre en place, du coup ? Ce ne sera pas ma priorité, je vais dire pourquoi. Ma priorité, c'est déjà de lutter contre l'abstention. Que tous les plus de 18 ans qui nous écoutent aillent voter. Mais on ne peut pas dire chaque année, il y a une abstention des jeunes et dire on va répondre à l'abstention des jeunes. Du coup, vous rendez le vote obligatoire ? Je l'ai dit il y a 3 ans, moi je suis plutôt contre ça parce que je n'aime pas le traiter par l'obligation. La question, je voudrais convaincre toutes celles et ceux qui nous écoutent que l'engagement politique passe avant toute chose par le vote. Et que les nouvelles générations, je les vois par les réseaux sociaux et autres, elles s'engagent énormément par les causes, les adhésions, les pétitions. C'est parfois très efficace. Mais on ne change pas l'école de la République. Le vote obligatoire, oui ou non, tout simplement ? Je ne suis pas pour, je suis plutôt pour la conviction. Mais peut-être qu'à un moment, il faudra en arriver là. Mais je suis à titre personnel. Donc ça pourrait être évoqué durant votre quinquennat ? J'ai dit on va mettre en place une commission transpartisane pour faire évoluer les institutions. Moi, je voudrais plutôt convaincre tous les jeunes, si vous voulez changer le monde et votre pays, allez voter. Et allez voter pour quelque projet que ce soit. Et le projet parfait qui correspond en totalité à ce que vous voulez n'existe pas. Et donc allez voter juste pour le projet qui est le plus proche du vôtre. Mais c'est ça la vie en société. Réponse très rapide sur l'essence, 15 à 18 centimes de remise pendant 4 mois. Si ça continue comme ça, vous reconduisez ? On conduira parce qu'on ne peut pas laisser les prix s'envoler, oui. Question du vote, une dernière question peut-être. On a posé la question à Jean-Luc Mélenchon, on a posé la question à Marine Le Pen. En cas de premier tour qui donnerait en tête Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que fait le citoyen et le candidat Emmanuel Macron ? Alors moi, je n'ai jamais répondu à ces questions-là, ni à 5 ans, ni aujourd'hui. Je ne fais pas de politique fiction. Moi, je me bats pour convaincre. Je ne me bats pas contre. Donc, je me bats pour être le plus haut possible au premier tour et pouvoir défendre mes idées au second et gagner. Et donc, moi, je ne fais jamais de politique fiction. J'ai toujours pris par ailleurs mes responsabilités et je n'ai jamais laissé souffrir quelque ambiguïté que ce soit sur mon adhésion à la République. C'est une réponse à la question tout de même, ça. Vive la République et vive la France. Ce sont les mots de la fin. Vous remerciez Emmanuel Macron. Les deux en même temps. Vous remerciez Emmanuel Macron. Merci Thomas. Merci, et merci à tous ceux qui nous ont suivis, à savoir que le replay sera disponible comme d'habitude. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Campagne oblige, obligatoirement, c'est des temps un peu plus courts, évidemment. Mais on vous remercie d'avoir répondu à nos questions et à celles de la communauté Brut, qui a été très nombreuse à poser des questions. Je vais vous dire, je peux dire un mot ? Oui, un mot très rapide. Non, les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, n'ont pas été gâtés ces dernières années. Entre terrorisme, pandémie, maintenant la guerre. Et donc, j'ai dit à un moment donné pendant la crise, c'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020. En 2022 non plus. En 2022 non plus. Je voudrais leur dire, dans ce moment-là qu'on vit, je voudrais en faire la génération de l'espoir. Et je pense qu'on peut y arriver. Il faut s'accrocher, il faut se battre pour des combats. On a parlé d'écologie, on a parlé de santé, d'éducation. Mais je voudrais quand même leur donner un peu d'espoir parce que l'air ambiant est un peu lourd. Ça dépend pour partie de nous. Moi, je pense qu'on peut y arriver. Donc voilà, je voudrais que ce soit la génération de l'espoir. C'était juste le mot pour donner un peu de positif. Eh bien, le mot est passé. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, vous pourrez retrouver le replay dans quelques instants. Vous dire, pour ceux qui voudraient poursuivre la soirée avec nous, que dans quelques instants, on se retrouve sur l'application Brut Live. Elle est gratuite à télécharger sur Android et App Store. On va débriefer. Vous pourrez venir échanger avec nous, vous donner tout simplement votre sentiment, vos réactions sur cette interview. Et on ne sera pas loin aussi pour échanger avec vous. Et puis, un rendez-vous crucial, important, dimanche, dès 20h, à suivre sur Brut. Toute la rédaction sera sur le terrain pour vous donner toutes les images dans les différents QG, les réactions des différents candidats. Bref, tout ce qui se passera, ce sera à suivre sur Brut, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Encore un grand merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live. Vous dire également que vous avez été très nombreux à poser des questions. Donc un grand merci à vous. Et on se retrouve donc très très vite sur Brut. Et encore merci à vous, Emmanuel Macron, et à Thomas Negaroff pour ce live. À très bientôt. Bonne soirée.